sont quatre. Ils s'appellent Dan Reynolds, Ben Mackey, Wayne Sermon, Dan Platzman. Ce sont les Imagine Dragons. Ça, c'est dédié à tous ceux qui disent qu'on est des croulants, qu'on est des nostalgiques. Ça, c'est un groupe de rock, un groupe de indie rock, comme on les appelle aux États-Unis, alternative rock, si vous préférez. Hein, c'est un groupe qui a été formé dans l'Utah, à Provo. Ils sont mormons, et d'ailleurs, ils ont dû émigrer à Las Vegas, dans le Nevada, parce que certains textes n'allaient pas beaucoup avec les convictions religieuses de leur... de leur comment on appelle ça, les compatriotes, non, leur communauté à l'intérieur du même État, voilà, c'était les Imagine Dragons, et ça c'est un extrait c'est un petit peu un pêle-mêle ou un pot pourri de leur album Night Vision. Voilà, là c'est dédié à mon ami Hicham Khalifi aussi. Excuse-moi si on piétine tes plates-bandes. Je peux faire une parenthèse, Lino? Bonjour tout le monde. Il vaut mieux être un crolant qu'écouter une musique pareille. T'aimes pas? Non, pas du tout. Non, moi j'aime. Écoute, j'ai compris. Moi, je sais même pas si c'est de la musique ou s'il abattait un arbre dans la forêt canadienne. Tu sais qu'ils ont une grosse caisse aussi. À un moment donné, je sais pas si tu entends la grosse caisse. J'adhère pas. J'avoue, j'adhère pas. Non, mais attends. J'ai croulé sous indie rock. Il y a des origines indiennes, Ute, dans cette musique-là. Musique indienne, tu sais. Un peu d'orientalisme. Ouais. Non, pas indienne. Non. Tu vois, les peaux rouges. Indienne peau rouge. Les Iroquois, les Pawnees, les Sochons. Un des instruments, c'est une grosse caisse, carrément une grosse caisse où il y en a un qui s'évertue à cogner. Les descendants Géronimo sont passés par là. Géronimo, non, l'Apache, n'a pas des Utes, attention. En tous les cas, bon, messieurs, bonjour. Bonjour au professeur Aziz Daouda. Bonjour à... En tous les cas, comme Najib, enfin, c'est pas que je n'ai pas aimé, j'écoute tout genre de musique, mais là, tu m'as donné l'impression que j'étais dépassé. Eh ben justement. Parce que je connais pas ce genre de musique. Moi, je les ai découverts ce week-end. Tu me fais vieillir ce matin, Lino. Non, je les ai découverts ce week-end, j'ai dit, mais ils sont pas mal. Je ne te dis pas qu'ils sont mauvais, mais tu me fais découvrir quelque chose. Il faut les voir sur scène aussi, tu vois, donc... sûrement. Voilà. Eh bien, mais il y a des moments pour découvrir. Ouais. Moi, je trouve, je sais pas, pour commencer l'émission, il faut un truc. Franchement, classique, bien connu, à 8h du matin. Ouais. Là. Qui demande de moins d'efforts. Camarade président, bonjour. Bilaïd Bouimid, et puis Amin Biro qui est avec nous ce matin. Moi, je suis triste ce matin. Il faudrait que je rende hommage à Tamer Khiari quand même. Oui. Il vient de me quitter. Moi, j'ai lu un peu ce qui a été écrit. Après, moi, j'ai eu la chance de le connaître, donc de l'approcher. On a travaillé ensemble pendant assez longtemps. Et cette génération, Aziz, tout un travail avec Pascan, et économiste spécialisé dans l'agriculture. Parce que c'est l'un des rares. Il a fait une thèse d'état là-dessus. Ben alors là, il faut le remettre dans son climat d'époque. C'est quelqu'un qui vient du Parti communiste marocain, PLS, PPS, et après il fonde le FFD. Mais le plus important chez ce théoricien, c'est le premier à avoir déclaré, et tu te rappelles de la grande autocritique des intellectuels marocains, que Hassan II avait réussi la meilleure opération de l'histoire du Maroc en construisant les barrages. Parce que les gens, à un moment, étaient contre les barrages. Et lui, il a fait son mea culpa. Comme ils étaient contre l'autoroute et un bout de temps. Culpa, il a dit que c'était l'une des initiatives grandioses, l'une des grandes réalisations de Hassan II et du Maroc. Et par la suite, on comprendra pourquoi. Parce qu'on a été parmi ceux qui ont le moins souffert de la sécheresse à ce propos. Bon, militant, très modeste. Alors là, je peux vous assurer que c'est l'un des plus intègres de la classe politique marocaine. L'argent, il ne savait pas ce que c'était que l'argent, ce monsieur. Il était militant dans le journalisme aussi. Il a sorti pas mal d'articles, d'analyses sur l'agriculture, aussi bien dans le Al-Bayan hebdomadaire que par la suite dans le Bayan quotidien. Et on perd un grand. Parce qu'il a travaillé aussi avec Pascan, avec Bouderbala, avec pas mal de gens qui ont fait cette cellule de recherche à l'Institut Moulay Rachid sur le monde rural. Et je crois que les travaux de ces gens-là qui sont occupés du monde rural, aujourd'hui peuvent constituer une référence à un moment où on s'occupe de moins en moins du monde rural au niveau de la recherche, où les universités, les instituts sont fermés. Il n'y a pas tellement d'efforts, mais à l'époque c'était très difficile, mais Pascan
se permettait justement ce genre de travail de terrain d'enquête. Donc voilà, on perd un intellectuel, on perd un politique chevronné, nationaliste, un vrai militant. Adieu, c'est ami. Je présente mes condoléances à Abdelhak, qui aussi est économiste. C'est une famille d'intellectuels, les Khiyari. Voilà. 70 ans. Entendre dire ça de Fedris Khiyari, moi j'ai eu la chance de le connaître par internet de son frère Idriss. Toi, tu as connu Idriss? Moi je connais Idriss qui est un ami à moi. Et sincèrement, ce que tu as dit de Tami, tu peux le dire de toute la famille Khiyari. C'est une famille de militants, de nationalistes. Il ne faut pas l'oublier, c'est des gens qui ne savent pas faire autre chose que de travailler pour le Maroc. Voilà, moi un exemple. Alors messieurs, après cet hommage, nous allons procéder comme d'habitude au coup de cœur, coup de gueule. Moi j'en ai un. Je vais vous poser une question d'abord. Est-ce qu'une voiture immatriculée Jama'a avec le J, est-ce qu'elle a droit de remonter une autoroute en sens inverse? Oui. Oui. Est-ce qu'elle a droit? Oui, libre. Non, Jama'a peut tout se permettre. C'est pas une voiture de police, c'est pas une ambulance, c'est pas une voiture de pompier. Moi on m'a toujours appris. Hein, bon, tu me diras, j'ai passé le permis de conduire au siècle dernier. Mais au siècle dernier, on nous disait que les voitures prioritaires, c'était les voitures de police, les ambulances, les voitures de pompiers. Je crois, c'est tout. Oui. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui soient prioritaires. Une berline noire, belle. Donc les cross-over. Donc les cross-over, tu sais. D'ailleurs, je me demande pourquoi une commune, bon, remarque, peut-être, oui, ça dépend. Si c'est une commune rurale, elle a besoin peut-être d'aller dans les elle peut y aller en Renault 4, mais ça ne se fabrique plus, donc on peut en parler. Mais à un moment donné, on nous a fait entendre que l'État marocain avait une pléthore de voitures et qu'il fallait s'en débarrasser, qu'il fallait vendre. On a bien vendu ces voitures, 2000 dirhams, 1500 dirhams pièce, pour acheter des 4x4, de grosses cylindrées qu'on voit sillonner le royaume. Mais beaucoup, Lino, portent des immatriculations blanches, elles sont déguisées, donc tu ne te rends pas, on s'en rend pas compte, parce qu'il paraît que le parc est pléthorique. Ça, c'est une voiture qui est neuve, une voiture noire avec le J de Jama'a, donc c'est pas une voiture de police, c'est pas une voiture de pompier, c'est pas une ambulance, qui remonte à hauteur de... vous avez vu la bretelle après l'ISKE, pratiquement. Donc très certainement, elle est allée faire de l'essence à la station-service qui est un petit peu plus haut. Là, il y a une ou deux stations-service. Pour ne pas faire le tour. Et il a rebroussé chemin et il a remonté pratiquement presque de la bretelle, hein, où il y a les 2 ou 3 grands magasins, là, les grandes surfaces là. Et il a remonté jusque devant l'ISKE et après, bon, finalement l'ISKE, tu peux. Je sais pas où est-ce qu'il est allé après. Pour remonter là. Et puis les gens arrivaient et puis ils faisaient les appels de phare. Et puis lui, il était sur le couloir complètement de droite, donc c'est-à-dire le 3e couloir, complètement à gauche pour ceux qui venaient de Casa. Et voilà, donc, alors je te dis pas, un samedi matin, tu vois, ça fait bien. Le flot de voitures qui partent sur Marrakech, tu vois, et un mec qui remonte. En plein dans la semaine où on essaie de rappeler aux citoyens leur devoir en matière de circulation, etc. Voilà qu'un officiel, un élu. Super citoyen, s'il te plaît. Lui, c'est un super citoyen. Non, même pas warning. À la rigueur, bon, tu peux allumer tes phares, tu peux mettre tes warnings, et puis bon, les gens vont peut-être comprendre, tu vois. Il ne faut pas le faire aussi. Mais sans phare, sans warning, sans rien, bon. Ça se fait pas. Bon. À 6h du matin, tu fais subir à quelqu'un un alcotest, non? Moi, j'ai un Non, c'est pas 6h du matin, non. C'était à 14h15, un truc comme ça. Ah, 14h15. Ah non, bien sûr. Ah, d'accord. Non, c'est samedi. En plein trafic. En plein trafic. C'est pour ça que je te dis, samedi, 2h15, 2h15, avec les gens qui partent sur Marrakech, départ en week-end et tout, et puis... Donc il était normal. Tous les gens arrivaient. Moi, si vous permettez... Si vous permettez, les amis, moi j'ai un coup de cœur. Voilà, voici Nilo, Wabzef Alik Jamar. Saïd de Rabat. Ah bon, déjà moi j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur, mais alors là, tout mignon, tout bête. Il est venu de Jamel Debbouze. Qui était au Parc des Princes hier. Non, je ne pas au Parc des Princes. Jamel Debbouze était vendredi sur la scène du Châtelet, à Paris, où il a ouvert la cérémonie des Césars. Il en a été président. Il a fait un discours où il a été très malin, c'est un potache. Il a fait un humour potache, il a mêlé de la darija, en disant le hassoul ou de baranzidou. Et puis quand il a laissé Antoine Decaune procéder, il a dit en tant que président, je demande à Antoine Decaune
de prendre le drapeau marocain et de faire le tour de la scène. La Kholgalou, bien sûr, président, il a pris le drapeau marocain, il a fait le tour de la scène devant tout le parterre des célébrités qui étaient là. Et ça a touché beaucoup de gens. C'était très intelligent, très sympathique de la part. Et puis, ça m'a fait penser à ce rapport qu'on a avec le drapeau national. Il nous arrive de voir des matchs où quelqu'un vient et dépose un drapeau dans une tribune qui n'a aucun rapport avec les deux équipes qui jouent. Mais ce drapeau-là, il signifie quelque chose. Ça fait plaisir à ceux qui suivent le match, comme on voit des fois des drapeaux marocains qui surgissent au Santiago. Là. Et donc, j'ai trouvé que ces garçons-là, qui sont profondément marocains. Parce qu'il faut d'abord avoir le courage de le faire. Marocains du monde. Il faut avoir l'intelligence de le faire. Et ça m'a rappelé une phrase une fois de Jamel Debbouze, qui, dans une interview, à un moment où beaucoup de journalistes français critiquaient un peu Hassan II en disant ceci, cela et tout, il avait dit, moi, le meilleur cadeau que j'ai fait à mon père, c'est quand Hassan II m'a reçu au palais de Skhera Taraba et que j'ai demandé l'autorisation d'emmener mon père, parce que mon père, pour lui, c'était le plus beau cadeau de sa vie que de rencontrer Hassan II. Il a dit ça comme ça, à des journalistes médusés. Et ça montre bien l'attachement que peuvent avoir les Marocains avec leur pays, avec leur régime, avec leur drapeau. Je ne sais pas. J'ai cherché la photo dans les journaux de Antoine Decaune avec le drapeau marocain au Châtelet. C'était bien fait. Et c'était un bon moment dans un moment de grande culture, ainsi dit. Non, c'est vrai, j'ai suivi ça et au début on se demande, parce que tout l'art de Jamel Debbouze, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il c'était vraiment... Non, mais il a vraiment bouleversé les cérémoniales. Il s'est déclaré président à vie. Moi, mon coup de cœur, Lino, il est sportif, vous m'en excuserez. Et dans le parterre, il y avait Le Pen aussi dans le parterre, non? Non, il devait y avoir des Le Penistes. On attendra la réaction de ce côté-là. Non, il n'y a aucune raison. C'est de manière très élégante. Elle va se la boucler. Bon, Lino, mon coup de cœur, c'est pour réparer une injustice. Il y a un sportif marocain qui a eu une prestation honorable. C'est le jiu-jitsu brésilien, tu sais ce que c'est? On avait reçu quelqu'un qui pratique ça. Capoeira. Oui, enfin, non, pas la capoeira, mais... C'est de capoeira. La capoeira est un art martial démonstratif, mais le jiu-jitsu, c'est du combat. Ouais. Et il y a 4 grandes manifestations au monde par an, dont une à Lisbonne, et un Marocain, Saïd Ben Abdoul Idrissi. Et on est sorti vainqueur, et personne n'en a parlé, c'est quand même dommage. C'est un bon petit résultat sportif dont personne ne parle. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut réparer aussi cette injustice. Il y a des sportifs marocains qui brillent à l'international dans d'autres disciplines que le football. Et donc, on doit en parler. C'est une discipline vraiment mineure. Hein, qu'elle soit mineure ou pas, mais écoute... Attends, franchement, mais il faut en parler. Non, mais Lino, ça commence toujours comme ça. Tu sais, il y a 20 ans, personne ne parlait de taekwondo. Aujourd'hui, on cherche à avoir des médailles olympiques au taekwondo. C'est comme ça. Taekwondo est en train de disparaître des Jeux Olympiques d'ailleurs. Ils se sont aperçus qu'ils ont fait une grave erreur. C'est pas certain. Ah, tu vois. C'est pas certain. C'est-à-dire parce qu'il y a des lobbyistes maintenant qui travaillent. Finalement, quand tu lobby coréen. Moi, j'en ai vu des combats de taekwondo à Londres. Ben franchement, c'est moi te dire, je me suis ennuyé, profondément ennuyé. En tous les cas, toi, tu peux ne pas apprécier, mais moi, j'apprécie un résultat. Mais qu'il soit marocain parce qu'il s'agit de drapeau national. Quand tu vois qu'on met le drapeau. Avec Lino Baco. Alors, on redémarre d'abord avec un petit peu de SMS au 50-30 coups de SMS Sidir TTC. Alors, un premier, c'est Amara qui se fait sonner les cloches. Monsieur Amara, vous ne respectez pas la musique des jeunes, comment voulez-vous qu'ils respectent la vôtre? Omar de Casa. Alors qu'Amara n'a rien dit. Il n'est même pas là. Amara Zouguine. Amara, c'est Najib Salmi. Il a pris l'écho à ma place. Najib Salmi. On s'adressait à Najib Salmi. Il est généreux, Amara. Il est à Montpellier. Il prend des coups à la place de Najib Salmi, l'anti-jeune. Que pensez-vous de l'échappée de l'essai de Fofana lors du match France-Angleterre? Car ça nous manque ce genre de match au Maroc. Rassan de Marrakech. Ouais. Et ce genre de match était retransmis, je rappelle, en direct à la télévision au Maroc dans les années 70-80. Ça coûtait pas de sous. Il y avait la musique de l'Eurovision, il y avait le commentaire de Couder et d'Albaladejo. Et
Ça nous manque tellement qu'à la télévision, on s'intéresse même plus à ce genre de match chez nous. Hein. C'est vrai. Déjà dans les années 70, en noir et blanc. Et on a eu les Jeux méditerranéens chez nous en 83 avec la grande équipe de France où il y avait Jean-Pierre Rive et Serge Blanco. Ouais. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est toujours gratuit. Hein. Je pense pas que ce soit gratuit maintenant. C'est gratuit nulle part. Parce que le rugby... Il y a plus de gratuité. Sur les chaînes publiques en France, c'est gratuit. Sur les chaînes publiques. Rugby, mais bientôt, c'est devenu... payante l'achète et c'est terminé. C'est devenu très foot, hein, le rugby maintenant. Ils ont un spectacle. Merchandising, ils ont reconduit jusqu'en 2017. Spectacle. Ouais. C'est pour ça que le taekwondo est menacé, justement. Fofana, c'est le joueur qui a été suspendu, là. Non, c'est celui qui a marqué, le 3/4 centre qui a marqué l'essai de 70 mètres. Et le joueur du Stade français, là, qui... comment il s'appelle? Camara? Comment il s'appelle? Joueur du Stade français. Un joueur du Stade français qui a été suspendu parce qu'il n'avait pas... il n'a pas pu répondre à un contrôle antidoping. C'est UG, c'est un joueur du Stade toulousain, c'est l'arrière. Quand c'est le 3/4 centre qui a inscrit l'essai, et le joueur du Stade français qui est suspendu à l'actuel, c'est Sergio Parisse. Non, il y a un joueur d'origine sénégalaise ou malienne, je sais pas, qui a été pas contrôlé. Il était un petit peu dans le viseur des contrôleurs. Il a fait une dizaine de contrôles et puis un jour, il dit qu'il s'est pas réveillé, un truc comme ça, il n'a pas pu aller. C'est pas Fofana. C'est pas Fofana. L'autre joueur qui est d'origine sénégalaise dans cette équipe, c'est Fall. Il a joué hier. Bon. Il a joué avant-hier. Bon, la cuillère de Groix est toute proche, hein. T'inquiète pas. Ouais. Non, parce que on reparlera de cette affaire de ce joueur qui a été puni d'une drôle de façon par le club parisien. On en reparlera. Alors, bonjour Lino, une i35, c'est quoi une i35? C'est une voiture. Une i35, c'est une voiture? Ouais. À Tanger, une J stationnée en interdit, stationnée avec sa femme. Comment il va savoir que c'est sa femme? C'est peut-être la secrétaire de... Donc il va savoir que c'est la femme du fonctionnaire. Voilà, c'était à 19h hier peut-être. C'est Samir de Rabat qui nous signale ça. Bon, évidemment, l'inévitable Bzef Alik Jamaa. Alors, Lino, peut-on savoir pour qui vous allez voter? Eh bien, j'ai pas voté. C'est pas très bien, hein, mais... Pour quelqu'un qui affiche des convictions, Lino, c'est pas bien. Non, parce que on vous envoie des enveloppes, et puis plein d'enveloppes, et tout ça, et puis l'enveloppe, il faut la mettre dans une petite enveloppe, la petite enveloppe dans la grande enveloppe, et puis bon, elle est prétimbrée, tout ça, tu vois, donc finalement, bon... Si Berlusconi ne gagne pas... C'est de ma faute. C'est en partie de ta faute. C'est de ma faute. Non, mais franchement, je suis parmi les 48% d'Italiens qui n'ont pas voté. Alors donc, 48, c'est énorme, les gars. Hein. 48 hier, ils étaient à 52%. C'est ce que j'appelle aussi les dérives de la démocratie, parce que vous allez avoir une majorité qui ne vous représente pas. 52%. Ce qui arrive aujourd'hui dans la quasi-totalité des pays. Ben oui. Mais écoute, quand tu vois les 5 bonhommes, tu te dis, tu vois ce que je veux dire. Si tu te reconnais tu me diras peut-être tu peux voter blanc, peut-être. Non, sincèrement, il y a des pays où on est obligé de... Des pays, la Tunisie, l'Égypte aujourd'hui, c'est 50%. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui sont aux commandes, ont été élus par 50% de la population. C'est dramatique. Mais tu cites des exemples tangents, l'Égypte ou la Tunisie. Mais allons voir les grandes démocraties. Les très grandes démocraties, les plus anciennes. Elles ont un taux d'abstentionnisme élevé. Ce qui prouve que le système est à revoir aujourd'hui. La France, à un moment, ça avait changé. Les gens se sont rendus compte que ça n'est plus la façon de gouverner. Non, mais après, pourquoi devrais-je voter pour un député qui réside à l'étranger, que je ne connais pas? Les Italiens du Maroc en dépendent d'une zone qui va jusqu'en Australie. Tu vois un peu le truc, déjà quelque chose qui va pas. Tu vois, franchement, j'ai pas compris là. Ouais, non, tu peux voter pour une couleur, pour une conviction, mais bon. Encore qu'aujourd'hui, les convictions, je ne sais pas si on peut encore gouverner avec des idéologies, c'est dépassé ça aussi, donc tu ne peux même pas dire que je vote à gauche, je vote à droite, je vote en haut, je vote en bas. Ouais. Non, sincèrement, il y a quelque chose, je ne sais pas, les politologues, enfin les spécialistes de la politique, de l'économie, ceux qui pensent à l'avenir de l'humanité devraient réfléchir à un mode de gouvernance qui soit un peu plus, qui favoriserait un peu plus le bon sens plutôt que ces affaires de comptabilité. Vous allez voir un petit peu ce que faisaient les Romains déjà, peut-être? Je ne sais pas, mais peut-être, non, parce que... les Romains, tu avais des empereurs africains, des empereurs espagnols, tu avais... Non mais écoute, ça ne fait que 2 siècles à peu près qu'on est gouverné un peu de cette façon dans le monde.
Mais peut-être qu'il y a quelque chose maintenant, qu'on doit passer à autre chose que cette affaire de comptabilité de chiffres et de comptabilité de voix. Yes. Oui, avec la mondialisation, ça devient très complexe. C'est question d'idéologie, tu as raison de le souligner. Mais on est en train de changer, on est plus pragmatique, plus réaliste. On regarde du côté d'une démocratie mondialisée. Et ça, c'est ça qui va commander le monde dans une dizaine, vingtaine d'années. Et là, ça devient plus complexe encore. Il y a le multiculturel qui l'emporte, il y a l'éclatement de la planète sous ses définitions classiques, idéologiquement, politiquement, géopolitiquement et tout le reste. Et donc, ça devient de plus en plus complexe aujourd'hui d'accéder à ce qu'on appelle la démocratie, entre guillemets. C'est quoi être démocrate aujourd'hui? C'est quoi la démocratie aujourd'hui? Tu sais, parfois la démocratie, c'est la dictature d'une minorité bruyante sur une majorité silencieuse. Et c'est le cas avec ce taux d'abstentionnisme de plus en plus élevé. Partout, d'ailleurs, un petit peu partout. Mais dans le monde entier, Lino. Non, parce que si tu remontes à il y a disons, la moitié de l'autre siècle, juste après la guerre, il y avait un engouement tel pour la politique, etc., que l'abstentionnisme, les gens ne connaissaient pas. Les taux d'abstentionnisme étaient très, très réduits. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus grands partout dans le monde. C'est dire que les intérêts de la chose publique. Voilà, non, pas de la chose publique, du mode de gouvernance. Parce que les gens se sont rendus compte que confier son avenir, sa vie pratiquement et la vie de ses enfants sur de simples chiffres, de hada ando 10, hada ando 12, hada ando kada, au lieu d'aller dans le fond des choses, dans le bon sens. Les gens se sont rendus compte que c'est peut-être dépassé. C'est pour ça ce qui motive beaucoup d'abstention. Alors surtout, si tu veux, la goutte qui fait déborder le vase, c'est que samedi, vendredi, je suis une émission politique, et puis quelqu'un qui dit, de toute façon, bon, c'est la gauche qui va gagner cette fois, et puis dans 2-3 mois, on ira à de nouvelles élections. Parce que le gars, finalement, il ne pourrait pas gouverner. Personne ne peut gouverner en ce moment en Italie. Mais oui, donc, il devra faire des alliances, mais des alliances, qui ne sont pas... Il y a que des alliances dans tous les pays du monde aujourd'hui. Quand tu regardes la composition des gouvernements, il y a des alliances même contre nature. Alors je me suis dit, je voterai la prochaine fois. Contre nature. Aujourd'hui, les alliances ne comprennent rien. Est-ce qu'on a voté à l'Assemblée Générale de basket? Même pas. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Franchement, c'est incroyable. C'est qu'au départ, cette assemblée s'est tenue contre l'avis du ministère. Il y avait un communiqué comme quoi le ministère demandait à ce que les dirigeants de basket reportent l'assemblée. Elle n'a pas été reportée, elle s'est tenue contre l'avis du ministère. Elle s'est tenue contre l'avis du ministère. Et le représentant du ministère, c'était Brahim Boulami, l'ex-champion et recordman du monde, a attendu que les esprits soient bien échauffés et il a fait reporter l'AG sur pratiquement un point de droit, souhaitant que le président qui avait démissionné en cours de 16 ans soit présent à l'Assemblée Générale. Parce que normalement, un président, même s'il démissionne, doit venir. Et donc l'Assemblée a été reportée pour cela. Il faut aussi rappeler que le fragile consensus, on est encore dans les alliances. Il n'y avait pas de consensus, il y avait que des bagarres. Non, même dans la tribune officielle. Non, mais Najib, fragile consensus qu'on avait ouï dire avec une liste consensuelle, une liste de raisons. Finalement, il y a le président qui a dit non, il n'est pas question de faire rentrer les opposants dans la liste. Je fais ma liste et les autres n'ont qu'à bien se tenir. Et à partir de là, et les Mernis et les Sarabi et compagnie se sont échauffés. Non, mais attends, Amine, il y a un truc sur lequel qui devient une banalité pour nous maintenant. On est en train de parler de gens qui veulent, eux, décider à la place du ministère, pour ne pas dire contre le ministère. Alors, c'est des fédérations légataires de services publics. Et c'est le ministère qui est supérieur, c'est lui qui fournit les fonds, c'est lui qui fournit le cadre juridique, c'est lui qui représente l'État. Aujourd'hui, non, mais on comprend de moins en moins. Nous avons des dirigeants qui croient tout se permettre, y compris contre le ministère de tutelle. Mais c'est de la folie. On ira dans le mur. Parce qu'il est du rôle du ministère, lui, d'arrêter le cadre. C'est lui qui finance, et lui, la mamelle. Et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas le savoir. Alors ça s'appelle le fauda. Ça, c'est le fauda. Dans un état de droit, c'est le fauda, carrément, au nom de la démocratie. Là, je rejoins Aziz. Ça, c'est un type de démocratie
qui débouche sur le Fawda qui ne va pas exister. C'est les dérives de la démocratie. Il faut faire le distinguo entre ce qui marche normalement, c'est parce que la démocratie, c'est un système qui doit marcher normalement, c'est-à-dire on respecte des règles, avec des délais, des dates, enfin un calendrier, un échéancier, etc. C'est ça la démocratie, en respect de la volonté des gens. Mais quand ça tourne comme ça, ce sont des dérives. C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, on se permet tout. On se permet même d'aller à l'encontre des règlements et des lois. Oui, et tu viens de le rappeler. Et ça devient dramatique. C'est ça qui fait la crise du sport national. En tout cas, voilà un nouvel épisode dans cette télénovela, les Turcs, ou je ne sais pas, mais en tout cas, la télénovela de basket n'est pas prête de s'arrêter. Ils ont démarré le championnat sur des bases très fragiles. Pourquoi elle est turque? Elle est bien Dielna, vous savez. Elle vient d'Elna. Pourquoi écoute, parce que c'est long. De bonnes novellas, elles font beaucoup. L'audimat explose à leur diffusion. Donc, je n'aurais pas. Elle est bien de chez nous, celle-là, et c'est pas la seule. C'est un sitcom, la Briti, mais qui on était parti sur un fragile démarrage du championnat. Oui, Praradi. Et pour l'instant, il y a aussi un point de droit qui ont exigé la présence de Dinia l'Assemblée générale pour la présentation du rapport moral et financier. Mais monsieur, parce que même s'il avait délégué la présidence, il aurait toujours président. Il n'a pas démissionné. Il avait délégué la présidence. Absolument. C'est lui qui est responsable, évidemment. Il est responsable du rapport moral que financier. Je crois que sa présence, s'il avait eu envie de venir, ou s'il souhaitait venir, c'était là, elle aurait calmé beaucoup de choses. Oui. Parce que malgré son éclipse, il reste quand même une référence. Le président. Et puis ce départ de Dinia, c'est un tournant. Enfin, le départ de Dinia, la façon avec laquelle il s'est éclipsé l'année dernière, c'est un tournant c'est une première dans la marche du basketball, et c'est un tournant dans le sport marocain. Ça aurait dû amener le ministère à réfléchir sur comment gérer les fédérations. Parce qu'il y a des présidents qui ne veulent pas gérer à coup de compromis, ou à coup d'achat de voix, ou à coup de faire plaisir à celui-là, ou de donner des cadeaux à celui-là. Mais il va falloir... quelle est la feuille de route d'une fédération? Elle fait quoi, une fédération? Perpétuellement attaquée, n'ayant aucun pouvoir. Et les clubs oublient que en fait les fédérations c'est l'émanation même des clubs. Ils oublient ça. Je ne sais pas. Ils oublient. On est de moins en moins libres parce qu'avec le système de composition des fédérations aujourd'hui, les clubs n'auront plus beaucoup de poids. Parce que le club ne devient qu'une composante, alors que c'était la composante essentielle et unique. Les anciens joueurs, aujourd'hui, c'est des collèges. Et donc les clubs vont avoir de moins en moins de poids. Mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. C'était quoi une assemblée générale avant? L'assemblée générale d'un club. L'assemblée générale d'une fédération, c'était quoi? Dans le style d'ailleurs 58, à l'époque, c'était tout le monde qui vote, c'était ouvert. Non. C'était un moment, je ne sais pas, de concertation, de communion, voilà. Parce que, c'était beaucoup plus. Maintenant, on va dans une assemblée générale. Pourquoi? Pour combattre quelqu'un, pour casser l'autre. Aujourd'hui, ça n'est que des égos et des intérêts. Voilà, et des luttes tribales. Des égos et des intérêts. Et des luttes tribales. Il n'y a rien de sport là-dedans. Il n'y a rien de sport là-bas. Personne ne se bat pour le sport. Il n'y a pas de programme sportif. C'est pas quelqu'un qui est contre. C'est des égos et des parce qu'il a un programme sportif, il va. Non, c'est. Point barre. Il est là pour casser. Et comme ça, c'est le tribalisme. Hein. On est pratiquement devant même les douars à l'époque, ils avaient leur démocratie, ça marchait bien chez nous. Aujourd'hui, tu as le tribalisme dans ce qu'il a de négatif. Alors, on vote contre quelqu'un d'autre. Et celui qui est marginalisé, il te dit et il est là pour combattre. Et il casse. Et ça ne marche pas. Et on va jusqu'à porter atteinte à la compétition et plus de compétition. Et c'est là où le ministère devrait intervenir, taper sur la table. Désolé. Dans toute cette atmosphère délétère, le championnat se joue. Il y a déjà eu des journées de championnat. Il y a des matchs qui se jouent, il y a des rencontres. Ça n'a rien à comprendre. Moi, j'avais cru comprendre que le comité de sortie de crise qui a permis tout de même de démarrer le championnat, ils n'ont pas fait un exploit aussi. Pouvait déboucher sur une gestion plus apaisée de basket, avec une assemblée générale élective où toute la famille serait réunie dans une seule liste. Maintenant, on se retrouve avec des gens qui sont intransigeants, droits dans leurs bottes, mais peut-être pas avec, je dirais, toute la légitimité requise. Ainsi dit, on ne peut pas venir faire une assemblée générale sans éponger le passif de la gestion passée.
il va falloir clarifier et que les gens du basket, Mendini, tel le dernier, nous disent qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi? Ou là, pourquoi ils ne veulent pas? Et ça, personne n'a obtenu une réponse convaincante. Oui, il ne peut pas y avoir. Parce que ce n'est pas qu'un débat. Et ça débouche sur quoi, Bélier? Ça débouche sur des bagarres. Alors, les gens hier se sont bagarrés. Ce sont insultés. C'était un comportement et ni enfantin. Indigne d'exemple. Alors, non, mais je crois à la solution, il faudrait que le ministère s'en rende compte. C'est les commissions provisoires. Ça, la loi le prévoit. C'est un système qui... Je suis désolé, quitte même à refaire tout le système de ces clubs. Alors, nous sommes lundi. Mais je suis réaliste, j'ai suivi les événements. À la fin, quand on porte atteinte à cette notion de légataire de service public, il n'y a plus rien. C'est au ministère de réagir, taper sur la table. Ça, avec Baraka, Kafar. Tu es au service du sport au nom de l'intérêt général du service public. Si toi tu deviens Faudaoui, ben alors là c'est foutu. Ça va non, c'est pas sérieux. Tu es plaisir à écouter Blaise. Nous sommes lundi. Alors, j'ai oublié de vous dire numéro 803 de Mars Attack. Donc nous sommes lundi, généralement c'est lendemain de foot. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire une journée pour rien? Enfin, comme d'habitude, les premiers ont assuré et les derniers ont cafouillé. Pour rien, une journée pour rien, moi je pour rien, pour rien. Ennuyeuse. Voilà, une journée pour rien, parce que bon... très ennuyeuse. Le Mas a gagné, le Wak a gagné, Raja a gagné, les Phares ont gagné, et puis en bas, tout le monde a perdu, sauf qui? Sauf personne. Berkane qui a fait match nul. Berkane match nul, Medina a perdu, voilà. Kenitra a perdu, Kodem a perdu, le Waf a perdu... Moi, je voudrais juste rappeler que... Mais le vrai sommet ne s'est pas encore joué. Hein. Le vrai sommet se joue ce soir. C'est ce soir. Le match qui peut changer quelque chose à la donne, c'est celui de ce soir. C'est toi en plus, là. Je voudrais quand même commencer par le premier match, Mas Husseima, parce que c'est un score en trompe-l'œil. Pour ceux qui ont suivi le match, le Mas a eu 6 occasions, il en a planté 4. Le Husseima a eu une foultitude d'opportunités pour marquer, avec un Samad Mbarki qui était sans compter, je dirais dans sans un jeu extraordinaire, a joué, et les maladresses, sans compter que les joueurs du MAS étaient en grève. Avant le match. Et pas pendant le match. Ils voulaient pas jouer dans le match. Ils ont mis le brassard. Non, mais les joueurs du MAS n'ont eu droit qu'à 10 minutes d'échauffement. Si c'est pour motiver les joueurs, c'est une bonne formule. Ils ont menacé, ils étaient en grève. Je menace et je gagne. Et ils ont menacé d'aller jouer en Japan League. Ben oui. Avec les brassards. C'est au Japon qu'on proteste. Oui, c'est civiquement. Les grévistes, par exemple, mettent un brassard. On ne fait pas de grève. Au Japon, on ne fait pas de grève. On ne ressent pas du travail. Il faut juste. Ils ne mettent pas le brassard noir. C'est rouge, non? Le brassard rouge. Les raids. Oui. Faudrait juste rappeler, mon cher. Et certains dirigeants de clubs, d'après moi, ils ont raison, ils estiment que les joueurs n'ont pas le droit de faire grève. Ce sont des salariés. Mais ils n'ont pas fait grève. Ils ont menacé de faire grève. Si c'était salariés, ils auraient le droit de faire grève. Un contrat, c'est un contrat de travail, non? Non, mais attends. Mais grève de qui? Parce que quand ils font grève, ils punissent le dirigeant, là, le public. Ou les deux. Non, mais attends, Najib, est-ce que tu as écouté l'explication du secrétaire général du MAS? Non. Alors, quand tu vois quelqu'un dire, nous, on paye dans notre poche, les euros, aucun problème avec le flou. Et maintenant, c'est d'abord là, ça c'est le discours populiste et mesquin. Et franchement, quand tu... Non, mais là, tu te dis, est-ce que vraiment, on commence à être dans le professionnalisme? Ou la notion de shkara, tu vois, elle devrait disparaître avec le professionnalisme. Eh bien, on y est toujours. Des explications mais attends, le plus grave, c'est qu'ils ont dû réquisitionner l'équipe Espoir et qu'ils ne savaient pas avec quelle équipe ils allaient jouer. C'est-à-dire, El Joudi, déjà, a été pénalisé par le fait que pendant toute la semaine, 5 ou 6 de ses joueurs étaient en équipe nationale, donc ils n'ont pas eu droit à une seule séance d'entraînement commun. En plus de ça, à 1 heure du match, je ne sais même pas avec qui tu vas jouer, et les joueurs n'ont eu droit qu'à 10 minutes d'échauffement. Donc franchement, les dirigeants étaient dans l'incertitude, et qui c'est qui est puni? Najib a le droit raison de le dire, c'est les courageux qui se sont déplacés au stade de Fès pour voir leur équipe. Non, mais en fin de compte, ils ont joué, ils ont gagné, par le plus gros score de la journée. C'est à n'y rien comprendre. C'est le plus gros score de l'année pour eux. avec un triplé d'un joueur qui n'avait pas mouillé en championnat qu'une seule fois. C'est mal cuit. Bon, ça remet en brèche
ça remet en brèche toute la théorie de Esdin Amara qui disait les nouvelles recrues du MAS, etc. Parce que Ejdou est bon depuis quelques semaines. Malcuit, le voilà qui se met en évidence. Il est bon joueur. Le voilà qui se met en évidence. Bon déjà au Raja, attention. Et le MAS, il va falloir compter sur cette équipe d'ici la fin de la saison parce que c'est une équipe qui ne perd pas là. Ils sont inclinés sur le point. Moi, je suis contre les analyses sectorielles, c'est-à-dire prendre le MAS et dire bon le MAS, etc. C'est pratiquement la quasi-totalité des clubs qui ont ce genre de difficultés aujourd'hui, de paiement de sportifs, etc. Oui. Bon, certains se manifestent, d'autres se manifestent un peu moins. Mais tout ça, moi j'estime que c'est à la fédération de mettre le haut là, de réunir tous ces présidents de D1, de D2, de je ne sais quoi, et de mettre à plat certaines choses, et d'éviter l'inflation parce que ça plombe les finances des clubs, et de réguler tout ça. Parce que sinon, on a radin le haouia, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans un libéralisme outrancier comme ça. C'est invraisemblable. Nous n'avons pas les moyens de ce que veulent faire les clubs financièrement, pas ni techniquement, ni sur le plan de l'organisation, ni rien. Le football marocain depuis 2 ans ou 3 ans, c'est le prix de transfert des joueurs. C'est tout ce qui a changé. Mais tout le reste, c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes joueurs, les mêmes dirigeants, les mêmes réflexes, les mêmes terrains, les mêmes arbitres, tout. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est que nous avons des contrats, nous avons des transferts extraordinaires. Des fois, on se demande, joueur 200 millions, 250 millions. Tu te demandes, de l'investissement qui nous a amené ce joueur qu'il faut maintenant compenser à 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams, c'est rien. Mais un club qui ne paye pas, qui ne paye pas 100 000 dirhams de salaire, tu me dis que 2 millions de dirhams, c'est rien. C'est beaucoup d'argent, 2 millions de dirhams. C'est rien. Non, Lino. Non, Lino. Comment tu payes un litre de lait, par exemple? Et comment on paye un litre de lait en France? Non, Dino. Ben oui, non, mais tu peux pas dire ça. Non, si, je peux dire ça. C'est comme si on payait le lait 50 centimes le litre de lait. Il n'y a pas de comparaison à faire, Lino. Comment il n'y a pas de comparaison? Mais attends, chez toi. Dans la globalisation. Ceux avec qui tu veux nous comparer, ils payent 30, 40, 50, 60 euros la place. Ce terrain. Et ils payent. C'est trop le favor. Alors, tu ne peux pas comparer. Il n'y a rien à comparer. Mais voilà. Il n'y a rien à comparer. Mais on est loin quand même. On est loin. C'est pour ça. On est loin. 2 millions de dirhams, c'est un gamin de 11 ans. Il est vendu. C'est pour ça que je te dis que la fédération doit ramener tout ce beau monde à la raison et au bon sens. Aziz, on ne peut pas suivre le football mondial que les aspects dialogue les plus négatifs. Ce qui m'étonne dans le comportement de ces dirigeants, c'est que la majorité d'entre eux sont des hommes d'affaires avisés qui réussissent dans leur business et qui dépensent beaucoup moins qui ne récoltent de recettes. Oui, comment se fait-il qu'en football, dès qu'ils débarquent, ils perdent la tête, ils perdent la boussole, ils perdent le nord, pas la tête. Parce que les structures en football, c'est informel. Voilà. Tu gères l'informel. Voilà. L'informel et l'aléatoire. Tu ne gères rien du tout. Tu gères la rumeur, tu gères n'importe quoi, mais tu gères rien de sérieux. Tribune, tu gères le public qui ne paye pas. Omas, il reproche à la fédération de ne pas avoir versé le 1 million de dirhams, qui est le dû du MAS, sur les retransmissions télévisuelles. Et pourquoi la fédération le fait? Le MAS. La fédération le fait pas. J'explique. Le MAS, quand ils ont été saisis à la gorge par les impôts, la fédération est intervenue. Elle a aidé. La fédération ne peut pas tout donner. Il faut que les clubs, comme dit Aziz, ça c'est leur argent, arrêtent de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Non, mais attends, en voulant faire sur ce cas qui fait problème, qui fait que la majorité des clubs sont anti-fédération, y compris dans les grands clubs qui apparemment n'ont pas de problème financier, le Raja, le WAC, même le WAC, qui a un dirigeant, vice-président de la fédération. Bien, ces gens-là contestent le fait que la fédération tranche au niveau des litiges qu'il y a entre les joueurs et les clubs. Aujourd'hui, la fédération prend sur le 1 million de dirhams et prend même plus que le 1 million de dirhams qu'elle doit au MAS, par exemple. Et lui, le dirigeant, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on s'attendait à ce qu'on empoche le million de dirhams et régler tous les problèmes du club pour ce qui est des primes, pour ce qui est des salaires, pour ce qui est pratiquement de toute la saison. Et voilà que la fédération on parle un peu de football là, messieurs. C'est pas la réalité. Alors, on parle un petit peu de football. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont semblé curieux hier? Curieux, ce week-end? Curieux. Rien, c'est logique. C'est très logique. Mais qu'est-ce qui est logique? Le Raja a gagné grâce à Agadir Beni Mellal 0-0, c'est logique aussi? Mais Beni Mellal a dominé le match. Mais Beni Mellal a dominé le match. Ah, Beni Mellal a dominé le match? Beni Mellal a eu un péno. Beni Mellal a manqué un péno. Par Beklal. C'est ce que je disais. Non, mais attends. Comme le cas qui a manqué un péno. Je me suis fait apostropher l'autre fois, alors que j'ai dit qu'ils n'avaient pas été ridicules devant le Raja. Attends, mais Beni Mellal, c'est 3 expulsés. C'est 3 cartons rouges. C'est franchement du n'importe quoi. Tu t'es fait apostropher dans une autre émission, Lino. Non, ici. Ici. Ah bon? Tu Ah n'étais pas là, vendredi.
Amin Rahmouni. Oui. Parangon du beau jeu. C'est parce que je vous ai écouté à la radio que j'avais l'impression que c'était une autre émission. Ouais. Donc le Hassania qui joue à l'extérieur maintenant, il est condamné tout autant de Barkhane. Tchira, la dernière fois c'était Tel Oudad, la prochaine fois je ne sais pas où ils vont jouer, peut-être venir à Casa. Est-ce que c'est le club emblématique du Sousse? Non, mais attends, parce que la dernière fois, moi j'ai dit une bêtise, on m'a corrigé du côté du comité du Hassania, on m'a dit on reçoit 1,5 million plus 1,5 million, la région, la commune, ça fait 3 millions de dirhams. Le sponsor qui donne les 3 millions de dirhams ne donne plus. En plus, ils ont fait un projet ficelé qu'ils ont proposé à la commune pour prendre en charge le terrain, s'en occuper, mais pour des raisons politiciennes, le conseil communal refuse de cette solution. Ah, c'est conseils communaux. C'est la même chose. Voilà. Sauf qu'ils sont moins médiatisés que les fédérations. C'est la même chose, bravo. C'est aussi houleux que l'Assemblée générale. Ils l'ont pire. C'est pire parce qu'ils prennent en otage des villes entières. Des villes entières sont en otage de ce genre de comportement. Il y en a qui prennent en otage des disciplines entières. Alors, tu sais, la ville, quand même, la ville. Mais il y en a qui prennent le sport de la ville, toute la ville. Non, mais les fédérations, ça se prend une discipline entière. Sachez aussi qu'à Meknès, le torchon brûle entre le président du comité directeur du CODEM et le président de la section football. Et avec le fameux entraîneur itinérant, l'inénarrable Mrini, il va déposer plainte contre le président du CODEM. Coupable d'avoir mis en doute ses capacités et de l'avoir insulté. D'avoir dit qu'il était incompétent. Ouais. Alors, est-ce que Kenitra ne vous a pas déçu, par exemple? Kenitra, c'est le manque de poids absolu. Elle obtient un pénalty. Vous avez vu maintenant, le ballon revient en jeu et ça fait marque. Non, mais tu sais, Billet. Tu sais, les clubs, qui ils veulent jouer un seul joueur et le maestro, il rate un pénalty déjà contre l'OAF, il revient, il le rate contre Safi. Tu vois, c'est lui le mettre à bord, il va rectifier, et c'est une équipe. Billet, le buteur du CAC, qui est aujourd'hui deuxième buteur du championnat, qui rêvait peut-être d'être premier buteur, et lui il s'impose pour tirer un pénalty, l'entraîneur n'est même pas là pour le... Et ça donne des choses mauvaises comme ça, quand tu as un individu... Moi je suis content que Hamdallah marque un 13e but. Donc il est encore là, il est en service, en activité. Non, le dernier pour le... Avant le départ, si. Hier, il leur a dit adieu, en principe. Un dernier pour la route. Allez. Un dernier pour la route, oui. Bon, alors, il y a quand même 5 équipes qui, dans l'immédiat, sont menacées. C'est le Wydad de Fès avec 15 points, 12e. Ensuite, le CODEM, Berkane, Kenitra, Bilmilal, ils ont tous 14 points, 13, 14, 15e et 16e. Bon, le Wydad de Fès, c'est la même histoire. Ils jouent bien, ils se créent des occasions, ils font match nul avec le Raja, partout. Ils ont une occasion de contre à 4 contre 2 qui ne gèrent pas bien. Et sur l'action suivante, le Raja se retrouve en supériorité numérique après la perte du ballon et arrive à marquer. Bravo pour le Raja. Et l'OAF, bon. Il n'est pas le seul, cette logique. Je dis aussi. Il y a des équipes qui jouent. Tu vois, moi je voulais alors une petite remarque à mon ami Charlie. Tu vois, Charlie, des fois, quand je te dis qu'il faut serrer les vis d'abord en défense d'abord. Ils étaient un partout. Ils pouvaient rester un bon partout, dit à tes gars de balancer dans les tribunes et puis c'est tout. Voilà, donc. Non, tu ne peux pas dire tu ramènes un point. C'est à partir du WAF, donc de la 12e place. En fait, c'est à partir de Jdida, voire même de Safi. Parce qu'il faut combien de points il faut combien de points pour sauver la saison? Avec Lino Baco. Alors, reprise avec les SMS au 50 du SMS, c'est Lino. Hier, j'ai vu votre classico d'Italie. Hihi, c'est quoi ce foot, ce match? Défendre, pas d'innovation ni fond de jeu. En Italie, on ne sait que défendre et voler des matchs. Exemple, Italie 82, Italie 2006. Alors, d'abord, on n'a pas de classico. Nous, on n'a pas besoin de faire comme les perroquets et d'aller chercher un truc ailleurs. Nous, on a des derbys, on a les derbys de la Madonnina, et des classicos, on en a des dizaines. C'est le derby milanais, c'est le derby romain, c'est Rome-Juve, c'est Milan-Juve, c'est Inter-Juve, c'est Rome-Milan. Il y en a des classicos, hein.
Il y en a des classicos. En tout cas, l'auditeur a réussi à te piquer. Oui. Moi, j'ai senti beaucoup d'humour dans ce qu'il fait, et toi, tu es en train de réagir sérieusement avec des... Non. Lui est sérieux, Lino, dans sa réponse. Non, j'ai vu votre classico, ça... Elle la répète encore une fois. Alors... Hein? Non, ce qui a fait mal à Lino, c'est pas le classico. C'est le fait de dire que la Coupe du Monde 82 a été volée. Alors que c'est la Coupe du Monde la plus méritée de l'histoire. Et la Coupe du Monde 82, dit-elle. Il y a les nostalgiques du Brésil 82 qui vont te dire, ouais, ils ont perdu Magdalena, ils l'ont volé. Oui, mais Lino, il peut répondre, je suis allé, j'ai vu, j'ai vaincu. Non, mais attends, franchement, est-ce que vous avez... Quelqu'un d'entre vous a vu la première mi-temps de Milan-Inter? Oui. J'ai vu la première mi-temps, d'ailleurs. Moi, j'ai vu. C'est pas un match de foot, ça? Moi, j'ai vu le but de l'Inter. C'est défendre, ça? Moi, j'ai vu le but de l'Inter, c'est un symbole de la mondialisation. Oui. Un Japonais qui fait une passe à un Argentin. Et qui bat un gardien italien. Mais les Italiens ont failli le faire là pour le derby classico, ce que tu veux. Que faire jouer un Japonais, c'est jouer dans le brouillard. Faire jouer un Japonais, ça rapporte. Redouane le Rajaoui qui dit Winston Churchill a dit que la démocratie était le pire des systèmes, mais qu'on n'avait pas trouvé mieux. Oui, c'est vrai. C'est la meilleure. D'ailleurs, les démocrates sortent ça tout le temps. Et il s'en souvient, lui, parce qu'il a gagné la Deuxième Guerre mondiale et il a été battu aux élections quelques semaines après Yalta. Et il n'était pas présent à Potsdam. Alors, Amine, le pénalty des phares. Bzef Ali, Lino et son talk. Amine de Noisseur. Le pénalty des phares, qui? Alors, Jamal Debbouze a répondu à Madame Le Pen, qui a critiqué jeudi les investissements français au Maroc. Que fait votre Gad Elmaleh qui est né au Maroc? Il fait un spectacle qui s'appelle Blazoir. Voilà. Un guichet fermé depuis... Votre. Machi Dial Tani. Gad. Non, c'est Gad Elmaleh Dial Ziraoui. Des taxis et des voitures en 4e ligne sur le boulevard de Bordeaux, direction centre-ville. Et le feu rouge, Hassan Srir, toujours pareil. Bouzi de Casa. Et moi, je rajoute le feu du rond-point Shell. Et oui. Alors là, ils sont en train de tout. Ça, expérience personnelle. Et puis du côté du rond-point Chimicolor, il y a des travaux. Il y a des travaux pour construire le fameux tunnel là-bas. Et là, il va y avoir beaucoup de problèmes. J'ai traversé sur la pointe des pneus et il y avait le tram qui arrivait. Je regardais si je pouvais vraiment. Non, j'avais le temps quand même. Il était assez loin. La guerre de la Fédération royale marocaine de football contre le Hassania d'Agadir vient encore de commencer. Vient de reprendre plutôt. Voir la suspension du stade et la rage des arbitres. Que pensent de ça vos consultants? Salut, c'est Rami d'Agadir. Non, on est d'accord. Et pour l'instant, Hassania a pris 7 points. 7 points sur les 3 matchs. C'est pas mal pour la reprise du championnat. Ils sont 6e, 26 points. Bien calés, avant le ventre mou du classement, il n'y a pas de problème. Tu sais, Najib, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a des arbitres qui sont sous pression tout le temps, constamment. Mais tu non plus. Et quand tu changes de terrain, tu sais que le mec il joue sur un... Regarde Pergego, mais Pergego c'était un mouchoir de poche. Et on joue à tout sauf au foot. On n'a pas les conditions de faire débouler sur un football moderne où tu puisses... Tu es coincé, tu vois vraiment, c'est des attroupements, c'est pas des blocs. Et Hassania, la même chose, ils changent maintenant pour la 3e fois de stade, ils vont sur des jeux mais dégueulasses. Et puis l'arbitre est là, il sort son premier carton sur le gardien, bon, justifié règlement, 2e carton rouge, et 3e carton rouge pour contestation de l'arbitre, contestation verbale, rien de truc, tac. Et il fallait un autre carton rouge, on aurait arrêté le match, c'est tout, hein, carrément. Alors c'est des arbitres qui devraient à l'avenir être pédagogues quelque part. Hein. Tu sors 2 cartons rouges, tu les joues, tu oublies le truc. Et puis tu as d'autres moyens, tu peux faire des rapports, tu peux faire beaucoup de choses, mais pas le rouge tout le temps systématiquement. Et là, l'auditeur du Hassania a raison, je suis d'accord avec lui. Alors le départ volontaire a bouleversé tous les ministères. Il a bouleversé l'organisation de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de cadres compétents qui sont partis dans le privé et qui ont laissé leur place à d'autres un peu moins calés.
Lino, demande à tes consultants doyens, journalistes, quel était leur rôle dans les assemblées générales des fédérations il y a 10 ans. C'est facile, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale. Ouais. Nous, il y a eu des comités provisoires. 30 ans, il y avait des assemblées sur des générales. 15-20 années, oui. Les vraies assemblées générales. Alors, un conseil qui nous vient de Marrakech, il est signé Naïma. Bonjour, ne criez pas dans les micros. On vient de se réveiller. Ne criez pas, on se réveille avec une criée, pitié pour nos oreilles de bon matin. Ah bah. Bon, c'est quand même pas la criée de la halle au poisson, quoi. Arrête de crier à Asdin Amara. Alors, si Aziz, c'est tout le Maroc qui est en inflation, regarde l'immobilier, le coût de la vie, etc. La bousille de Casa. Effectivement, il y a des augmentations de prix. Il y a eu des augmentations dans le ciment, dans le fer, dans tout. Effectivement, et ça va se répercuter sur la classe moyenne et c'est même dangereux pour le pays. C'est toujours la classe moyenne qui traîne pour les autres. Mais c'est toujours et sur le social. Non, mais sincèrement, parce qu'il n'y a pas de génie dans ce qu'on fait. On va toujours puiser dans la poche des mêmes. Ceux qui paient toujours leurs impôts. Alors là, on nous dit, si vous réduisez la moitié des bons joueurs, la moitié des salaires des bons joueurs, ils vont partir ailleurs. C'est Amine qui dit ça. On ne parle pas de salaire, Lino. On parle des primes. On parle primes de signature. Non, même pas des primes de signature. On parle des transferts. Moi, ce qui me dérange, c'est les montants des transferts, pas les salaires. Les salaires, ils vont vendre leurs joueurs à l'étranger, c'est tout. Qui va les prendre, Allah yadik Lino. Tu tu lui donnes une offre d'un pays étranger, il va te vendre le joueur tout de suite. Tu crois c'est le cas pour sa fille d'ailleurs. Quel joueur? Et il paraît qu'il y a un club turc derrière Hafid. Alors, ils sont venus le voir. Heureusement que les amateurs dépannent les pros. Taroudin et Chira, exemple. Ils ont bien rendu service au Hassania. On espère rapidement que le Hassania va revenir dans son fief Linbiat et qu'on ne sera plus dans l'incertitude vendredi pour savoir où joue tel ou tel club. Cherki de Rabat, il faut amener le président de basket par force, de force. Il faut interdire la délégation générale pour les présidents. Voilà. Et puis, transfert, c'est le groupe du président. Ouais, transfert, en fait, il y avait un vide juridique. Jamais ça ne s'est passé comme ça. Mais c'est une anomalie dans l'histoire du sport marocain. C'est nouveau. C'est nouveau et personne n'a su réagir. Les présidents qui sont Alors, quand les clubs dérivent, vous dites que la Fédé doit intervenir. Quand la fédération dérive, le ministère doit intervenir. Oui. C'est la politique des quand doivent. Ouais. Non, mais c'est les règles, Lino. C'est la loi qui est ainsi. C'est la loi, seulement elle n'est pas appliquée. Alors, essayez de parler un peu du but. Une chose. Et quand le ministère dérive, le gouvernement intervient. Et c'est ça le... Et après, tu arrives à l'OTAN. Oui, le chef du gouvernement, il faut qu'il intervienne. Parce que ça devient politique, franchement. Bien sûr. Après, tu arrives aux élections. Oh, Lino, tu nous saoules, tu es anti-Barça. Franchement, j'ai pas parlé du Barça encore ce matin. Et si vous voulez que je parle de Barça, tu as encore un message. Bzef, elle est en l'Italie. Bzef, voilà. Alex, il faut signer. Quand on a des messages comme ça, il faut les signer. Hein. Bzef, allez comme. C'est que ça a été repris dans un site d'information, Lino, dans un site d'information très visité. Et bon, c'était autour du ministre Ramid, du ministre de la Justice. Et quelqu'un a dit, bon voilà, comme on dit à Radio Mars, c'est la Bzef, allez comme Ramid. Voilà. Bagage Ramid, vous savez avec la justice. Là. C'est le contraire. Et puis, vous voyez, je suis sportif. Messi est incontestablement le meilleur joueur du monde, mais l'esprit du Ballon d'Or, tel qu'il a toujours existé, basé sur le rendement et les titres, voilà. Alors, Lino Bzef, encore. Ouais, non, parce qu'il les renvoie, tu vois, 2 ou 3 fois, tu vois, la guerre de la FRMF avec Hassan Dagadir, par exemple. Alors, parlons de la bagarre des coqs. Avant la courte victoire contre la Juve, les 2 coqs de la Roma se sont disputés, tels des amateurs de chez nous, pour tirer un pénalty contre la Sampdoria que le petit coq rate, Marwan Fedala. Ben voilà, j'ai peu à dire. La Roma, c'est des amateurs. Le foot italien, c'est des amateurs. C'est des petits. Et la Roma, c'est des coqs. Voilà, c'est des coqs. Et c'est plus des louves, ce sont des coqs. Alors, et les gens qui volent l'électricité à Sidi Rahal, des gens aisés. Où est le contrôle de l'ONE, Mounir de Qatar? Les gars, moi j'ajoute le feu rouge du rond-point Qrea. Alors, bonjour Lino, la pelouse du complexe de Rabat est un vrai champ de patates. C'était le cas hier. Oui, quand il pleut. Elle a pénalisé les 2 équipes. Et Dieu seul sait qu'on a eu droit à un match en nocturne très agréable à voir entre 2 équipes qui se sont rendues coup pour coup. Alors, nous allons voir. Qui joue, qui perd aussi. Nous allons voir comment la Botola Pro est-elle perçue à l'étranger, par les Marocains résidant à l'étranger. Bon.
celui qu'on va interpeller est bien de chez nous, mais il a des petites accointances à Montpellier, par-ci, par-là. C'est le copain Belanda et tout ça, Nicolas et... L'ASS. Ouais. Il faudrait marquer un beau but. Faudrait profiter de l'occasion pour souhaiter Asdine Mara, bonjour. Un joyeux anniversaire à Blenda. Asdine. Salut Lino, salut. Bonjour. Alors, tu t'es mis devant la télé, tu as vu comme match à Montpellier? J'ai vu le match du Raja, j'ai vu le match du Mas, j'ai vu un peu le Wydad. Mais avant, je voulais absolument rebondir sur certains trucs, certaines choses sur lesquelles vous avez discuté depuis tout à l'heure. Au sujet du match de Fès, avec ces grèves récurrentes depuis 2-3 ans, c'est toujours la même chose. Et je donne raison à Aziz Daouda, qui dit qu'on signe des transferts sur lesquels on n'a pas la possibilité de suivre. Effectivement, le match de Fès, et je signe et persiste, comme dit, je dis que le match de Fès achète avec de l'argent qu'il n'a pas et qui se met en difficulté. Et pour répondre à Amin Biro qui a dit que ma théorie tombe à l'eau, c'est que le match de Fès, si je dois acheter des joueurs pour qu'ils me fassent un seul match sur 16, je ne vois pas l'intérêt. C'est ça ce que... Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. On t'écoute, religieusement, tu sais. Amin a dit tout à l'heure que ça faisait tomber mal. Si moi je dois attendre Malkuit après 16 matchs pour qu'il me marque 3 buts, et que je l'achète à un prix mirobolant avec H2 qui a 33 ans, alors qu'au lieu d'investir sur des jeunes et qui auraient pu faire peut-être 2 ou 3 matchs mieux que ce que fait H2 ou que fait Malkuit, c'est une chose. Alors bon voilà, je voulais parler ça du match. Mais je voulais revenir aussi à ce qu'a dit Najib sur Jamel Debbouze. Ça m'a fait plaisir parce que samedi, je suis allé voir un match d'un club qui est présidé par un Marocain, où il y a beaucoup de Marocains qui jouent. Et à la fin du match, j'ai discuté avec eux. Et je peux vous dire quelque chose, il y en a énormément d'entre eux qui voudraient venir jouer dans la Botola, 1 ou 2. Sincèrement, ils veulent rentrer au Maroc, ils veulent jouer au Maroc. Attends, dis-moi. Oui. Ils jouent encore en 4e division de France, ils veulent venir jouer chez nous. Non, mais je veux te dire quelque chose. Dis-moi, attends. C'est des joueurs... D'accord, Marbabéo, mais attends. Écoute-moi. Et ils ont le niveau de la 2e division, par exemple, marocaine, sans problème. Mais quelle division ils jouent? Dis-le, quelle division ils jouent? Ils ont une division d'honneur excellence. Et c'est quoi? 4e? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Comment ça, est-ce qu'ils ont de l'argent? Je comprends pas ta question. Ils viennent jouer ici, ils payent. Ils n'encaissent pas. Non. Attends. Quel est le salaire moyen alors en 4e division française? Non, tu sais, ici, Lino, ici, ils n'ont pas de salaire. Ici, on leur trouve du travail. La plupart d'entre eux, on les embauche, on leur trouve du travail, etc., qui est pour eux quelque chose qui est mieux que de toucher un salaire au niveau du foot. Parce qu'à partir de la 4e division, 3e, tu sais que même des joueurs de 2e division en France touchent peut-être moins que les joueurs qu'on a en 1re division, nous, au Maroc, hein? Est-ce que ça, tu le sais? Non. Franchement, là, tu me surprends, là. Oui, il y a des joueurs... c'est bien ce que je dis, c'est beaucoup plus un pays de rugby que de foot, alors. Écoute, au foot... Attends, si en 2e division, tu as des clubs comme Nantes, tu as des clubs comme Monaco et tout ça, s'ils payent les joueurs moins que Botola Pro... Attends, si tu prends l'élite, Lino, si tu prends l'élite, c'est-à-dire 2 ou 3 qui veulent accéder en 1re division, ou 4, effectivement, mais quand tu trouves dans le ventre mou ou ceux qui jouent un peu plus bas, ils sont à quoi? Ils sont à 8 000, 9 000, 10 000 euros. On a des joueurs qui touchent ça au Maroc, hein. On en a beaucoup qui touchent ça. De quoi, par mois ou par an? Par mois. 10 000 euros par mois? Et tu as des joueurs qui touchent 10 000 euros par mois, mais il y a combien qu'il y en a qui touchent 10 000 euros ici? Au Maroc? Oui. Moi, je peux te dire, les 4 premières équipes du championnat marocain... Tout le monde gagne 10 000 euros par mois, 100 000 dirhams par mois. Si tu comptabilises les primes de signature, bien sûr. Avec les primes de signature... Non, attends, quand tu parles des clubs de 2e division, tu parles de tous les clubs ou uniquement les clubs de l'élite? Ou tu dis le salaire moyen, c'est... Non, je te parle de la moyenne. Ici en France, tu sais... Moyenne. La moyenne, quand tu es à partir de la 5e place jusqu'à la dernière... Le joueur touche de 100 000 dirhams. Il doit toucher ici 10 000 euros à peu près. 8, 9, 10 000 euros. Pas plus, hein? C'est quand même Parce que ici, tu sais que c'est imposable. Donc en net, ça te laisse ça. En brut, ça te laisse à peu près le double. Ouais. Mais au Maroc, tout est en net. Il y a énormément de joueurs au Maroc qui touchent entre 60 000 et 100 000 dirhams par mois. Ouais. Énormément.
Les gens, je vais te donner un exemple. Il y a un joueur qui a été transféré au Raja à 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams par an. Regarde combien ça fait par mois. 20 millions. Non, avec la prime de signature, tu tombes avec prime de signature et salaire confondus. Bon, alors, point de vue foot, comment tu as vu les matchs cette semaine? Moi, j'ai beaucoup aimé le Raja, sincèrement. Je vais me faire des amis aujourd'hui. Bravo. J'ai aimé le Raja, pourquoi? Parce que Fakher a fait jouer Hafidi sur le côté gauche. Ça, c'est le contraire de loin des yeux, loin du cœur. Hein. Non, c'est loin des yeux, près du cœur, là. Écoute, comme quoi, au Raja, il y a une Hafidi dépendance. Ouais. Le joueur était placé sur le côté gauche, il a joué sur le côté gauche, l'équipe s'est rééquilibrée. Encore ouais. Ben oui, il a joué à gauche cette fois-ci, pas à droite. Hein. Ouais. Et ça a équilibré, et en plus, Rabat, il n'a pas donné ses fusées à chaque fois, il a joué au sol, ils ont bien joué. Par contre, notre ami Rosli, il n'a pas joué comme il jouait d'habitude en première mi-temps, il a joué en défense. Ça s'est bien passé jusqu'à ce but-là. Après, ils se sont découverts. Mais comme tu as dit tout à l'heure, il fallait qu'ils mettent des bas après l'égalisation, au lieu de rejouer en défense pour partir avec le petit point. Ils ont voulu encore rejouer, voilà, ils se sont fait avoir, quoi. C'est dommage pour eux, Mais moi, j'ai trouvé un Raja meilleur que d'habitude, beaucoup plus équilibré. Ils ont une force de frappe en attaque. À chaque fois qu'ils changent, ils font la différence. Après une équipe qui a joué 1 heure ou 1 heure et quart, effectivement, ils sont un peu, le WAF a été un peu en perdition. Et le fait de changer des joueurs avec comme Farhi qui est rentré et le deuxième qui est rentré, je me rappelle pas qui c'était. Bon, ils ont mis la pression, ils sont. Majidine. C'est Koucham qui est rentré, je crois. Koucham puis Majidine. Majidine à la place de qui? Metouli. À la place de Metouli. C'est deux suspendus qui marquent. Écoute, Metouli fait un bon retour. Il monopolise pas trop la balle. Chteibi lui prend une partie de son travail, donc ce qui fait que à tous les deux ils partagent le travail, et donc c'est mieux. Moi je préfère Chteibi que Chedli quand il joue. Et moi j'ai trouvé une bonne équipe du Raja cette fois-ci qui m'a fait plaisir. J'ai aimé le match. Je crois que Mabedi a perdu sa place. Hein. Il fait tourner. Il restera longtemps sur le banc maintenant. Mais Mabedi, je crois qu'il le réserve pour le match de la Coupe arabe. Il joue mercredi à 19h. Voilà, pour un peu fermer le jeu, pour pas prendre de but en contre ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'il le garde un peu au chaud. Ouais. Et pour Belhaid, il a raison. Moi, les arbitres, le match de l'OCS avec le CAC, il y a eu à peu près, je sais pas, 12 ou 13 cartons jaunes. Oui. C'est vrai, l'inflation. Énorme. Oui. Et l'ASS, tu es au courant? Non, mais je vous ai entendu ce matin, comme quoi il y avait du grabuge un peu. Oui, on a cassé la... Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a cassé le bus, on s'en est pris à ton ami El Hajj Mskin. Il se déplace, il se fatigue et tout, et malgré ça... Mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Hajj n'est plus président, mais... les supporters. Hein? Les supporters. C'est le supporter numéro 1. Le supporter numéro 1, il est vice-président. Il a dit le tout, c'est plus le Hajj Choukri. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Belhanda qui a marqué un but, qui a signé la victoire de Montpellier? J'ai un rendez-vous avec Belhanda cet après-midi. Ouais. On va essayer de discuter un peu. Il m'a demandé de le voir cet après-midi, donc on va essayer de s'asseoir tous les deux, voir un peu, parce que la dernière fois je les ai eus à l'entraînement, c'était un peu court, ça a duré 5-10 minutes. Mais là, je crois qu'on va s'asseoir un peu plus. Je voudrais savoir un peu comment il est dans sa tête. Ouais. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus serein la dernière fois. Et même sur Canal+, hier, je l'ai vu, il était un peu plus serein, plus tranquille, quoi. Ouais. Bon, on va voir. Si vous avez des questions à lui poser, dites-le moi, je vais lui poser. Prépare un beau gâteau d'anniversaire parce qu'aujourd'hui, il souffle sa 23e bougie. Est-ce qu'il serait intéressé de venir jouer au Raja? Ah, ça, je sais pas. Tu sais, j'ai demandé à Kautsari et j'ai demandé à Younes Belhanda, est-ce que vous suivez la Botola? Ils m'ont dit oui, nous on suit un peu, on suit le Raja, le Wydad. Et quand je leur dis, vous êtes pour quelle équipe? Ils nous disent pour les deux. On aime les deux. Ouais. Eux aussi, ils ont peur de ce... Ils ont compris, oui. Ils ont compris le truc, tu vois, ils veulent pas dire s'ils sont du Raja ou du Wydad. Bon. Ouais. Merci Azine. Voilà. Ou des deux. Sinon, je peux vous dire quelque chose, il fait très 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 froid ici. Il neige? Non, il neige pas quand même. Il neige?
Non, il neige pas, mais il fait très très froid. Il fait le matin, il fait 0, -1. Il a neigé à Toulouse. Il a neigé à Toulouse, il neige dans le sud-est. Il fait très très beau. Merci. Tu salues, tu dis l'équipe de Radio Mars souhaite un joyeux anniversaire à Younes. Voilà. Ben, sans problème, avec plaisir. Allez, bon après-midi, bonne journée, bon après-midi. Alors, messieurs, c'était notre médiateur en direct de. C'est bien parce qu'il nous a écouté, tout ça. Aziz a raison. Là, par contre, c'est bien ça, c'est bien. Voilà. Non, mais il a dit tout le monde a raison. Distribuer le gâteau. Non. Là, tu n'as pas raison. Là, si je dois attendre à datage le match, tu n'as pas raison. C'est toi qui connais mieux le match. Vos SMS au 5030, coup de SMS, Sidiram TTC. Alors, au café samedi, lors du match Barça-Séville, Iniesta tente et rate un geste technique assez difficile. Un supporter apparemment rajaoui convaincu lâche 2 points. Et ouais, ça va finir. Tawam Touali. Ouais. C'est pas beau ça? Bah oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il se réfère à un joueur de la Botola. Messi, c'est le Mtouali du Raja. Puisqu'on parle du Barça. C'est quoi ce match Raja-Milan AC? Marseillais, le talk avec Lino Baco. Alors, on va parler maintenant de Botola 2. Botola 2, Kokeb, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Kokeb enfonce de plus en plus le rack. Le Kokeb a fait d'une pierre deux coups, il a gagné, il prend le large parce qu'il a 4 points d'avance sur la SS et puis du même coup, il met un coup sur la tête du rack. Pourquoi? Le rack a bien joué, tu as vu le match? Le rack a perdu. Ils ont raté un penalty. Et qu'est-ce que tu veux là? Bled. Ils se sont très bien défendus, ils ont un bon effectif. Moi, j'ai l'impression que Mendoza a trouvé un effectif pour sauver la saison. Ça va être difficile, mais ils vont bien jouer. Il a pris quand même 4-5 vétérans. Ils vont bien jouer. Ils ont très bien joué. Ils ont 13 points. Ils ont 13 points sur 54 possibles. Ils ont gagné 2 matchs. Ils ont perdu à 9 reprises. Ils ont le pire goal average de la 2e division. Ils ont la 2e pire ligne d'attaque et la pire défense. Non mais qu'est-ce que un joueur qui rate un péno? Surtout ils sont à 31 points. Ils sont derniers avec 31 points du Kokeb. Et ce championnat de 2e division se joue à 2. Oui, ça y est. Il se joue entre le Kokeb et cela. Alors justement, Khmiset. Khmiset est 3e, elle est à 13 points du Kokeb et à 9 points de Salé. Alors, Khmiset qui a battu Aitmeloul et puis... 10 points de Salé si tu comptabilises le goal average particulier. Khmiset qui a battu Aitmeloul et puis Oujda qui a battu Salé. Khmiset avec un but... Il réduit l'écart sur Salé. Est-ce que c'est important, pas important? Bon, il reste quand même à 9 points toujours de Salé. Il reste 12 journées aussi. Est-ce que Salé pourrait réfléchir un peu? Mais il reste une menace sur ce championnat. Si jamais le forfait de l'Olympique de Marrakech se confirme parce que le président n'a pas l'intention de revenir, je ne sais pas, cette équipe... Ils ont joué à Barchid, ils ont fait match nul, ils ont mené au score jusqu'à la 87e minute. Mais par rapport à Khmiset... Barchid, ils ne sont pas très forts en ce moment. Barchid ne sont pas très forts, mais Barchid, c'est une équipe de milieu de tableau. Ils ont été battus par Aitmeloul à domicile. Ils ont un problème financier. Le président est parti, ils sont sans comité. Le président qui était à un moment. Barchid n'est pas très brillant en ce moment. Ce qui m'interpelle, c'est que le COCM Caracol en tête, on va le retrouver en première division, mais il arrive avec un tas de problèmes aussi. Très de problèmes financiers. Il arrive avec c'est ça qui est extraordinaire. De problèmes. Tu réussis des résultats, tu es leader et tu as des problèmes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le foot quoi, marche sur la tête. C'est-à-dire que est limité à quoi? Aux 2 clubs de Casa? Au MAS? Même pas. 2 clubs de Casa. Aux 2 clubs de Rabat? Mais ils ont des problèmes financiers, qu'est-ce que tu crois? Non, c'est-à-dire que le côté sportif, les résultats... Que tu le veuilles ou non, bon, ils trouvent des sponsors. Ils sont un peu plus solides, ils sont mieux assis. Disons qu'ils sont équilibrés au niveau de leur budget. Mais sinon, l'aspect financier,
l'aspect sportif ne reflète pas la situation financière toujours. C'est-à-dire que tu peux être premier, bon, tout ce que tu veux, financièrement pauvre. Parce que tu n'attires pas les sponsors le sont... mais vous l'avez dit vous-même, 2 millions de dirhams pour un joueur, ça veut dire que les dépenses sont très relevées par rapport à des recettes qui sont... Il faut faire machine arrière alors. Il faut relativiser cette question des sponsors. Est-ce qu'on a les moyens de notre politique Non, est-ce qu'on a les moyens d'avoir un football pro? Non, c'est ce que je veux dire. Le KCM est premier, mais quand ils vont voir les cahiers de charges, ce qui est demandé financièrement, les garanties, etc., est-ce que le KCM sera en mesure de fournir ces preuves de je vous pose la question, solidité. Est-ce que ce n'est pas une utopie que de dire nous pouvons avoir 2 divisions pro? Financièrement, jamais. Je ne parle pas de la deuxième, je parle de la première maintenant, parce que le KCM arrive en premier. Il gagne par le sport. Mais on nous dit aussi qu'on veut faire de la D2 aussi une division pro aussi, dans un avenir plus ou moins proche. Oui, ça devait se faire rapidement, ça s'est pas fait. Bon, commençons par avoir une première division professionnelle. Alors déjà, à 10-12 clubs. Est-ce qu'on peut avoir déjà une division pro déjà? À condition de limiter les transferts, les salaires et toute cette les concentrations et faire une gestion méthodique et rigoureuse. Voilà, c'est tout. Et si on prend les dépenses des clubs, on trouve qu'il y a beaucoup de dépenses dont ils peuvent très bien se passer. Superflu. Et revenons à la réalité. Parce que lorsque les gens attendent la redevance de la télévision elle donne à chaque club entre 2 et 3 millions de dirhams par an. C'est le coût d'un transfert. C'est pas normal. Quelqu'un qui reçoit 3 millions de dirhams, il ne doit pas faire des transferts à plus de 300 000 dirhams. Non, mais il y a autre chose mais c'est déjà... la question qui se pose, est-ce qu'on a un championnat pro viable à 16 clubs? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à la bonne vieille proposition à revenir à un championnat à 10-12 clubs avec des dirigeants. Il y a des foot, je pense qu'ils sont assez bien structurés, comme je parle du football suisse. Football écossais. Hein, franchement, ils n'ont pas des premières divisions à 16 clubs. Hein. Et ils ont un championnat avec des playoffs. Aujourd'hui, si tu regardes... parce que finalement, cette Botola 2, là, voilà. Comment voulez-vous vous passionner pour un championnat où vous avez 2 équipes qui caracolent en tête et vous avez Khmissat qui a 9 points, qui a 9 points. Bernoussi a 14. 14 points Bernoussi. 16 points Margid. Alors, il fallait simplement dire, bon, le premier monte directement, hein, comme ils font par exemple en Espagne. Le second, 3e, 4e, et deuxième, 5e, 3e, 4e, 5e jouent les barrages par exemple. Et là, ça va mettre un peu de mouvement. Oui. Non, la discussion est partie d'autre chose. Non, mais ça c'est important aussi. Aujourd'hui, tu gagnes tes galons par le sport, par les points. Le KCM est premier, il arrive en première division. Mais est-ce qu'il va être en mesure de remplir les conditions du cahier de charges et le terrain, etc. Oui, mais financièrement, il doit déposer une garantie. Alors qu'aujourd'hui, il se débat dans les salaires. Je suis d'accord, mais comment veux-tu passionner les annonceurs? Comment veux-tu attirer les sponsors dans un championnat comme ça? Alino, tu sais comment ça se passe? Les sponsors, il ne faut pas être naïf. Ça ne se passe pas comme ailleurs. Ce sont les relations qui t'assurent des sponsors et non pas ta valeur. Tu peux être le meilleur sportif du monde. Ici, dans ce pays, tu ne trouves pas un sponsor. Ça, il faut le savoir. Et il faut le dire. C'est le relationnel. C'est comme ça. Les usages ici sont... Non, mais au Raja, tu as un sponsor majeur. Au WAC, tu as un sponsor majeur, Aziz. Et c'est des gens qui s'engagent sur un certain nombre de critères. Ils font des concessions, c'est vrai, mais à 70%, ils sont exigeants en tant que sponsors. Je ne vais pas y citer, mais ils y sont. Donc, c'est des sponsors institutionnels. Ailleurs, tu n'as pas ça. C'est-à-dire on a beau chercher un 3 millions de dirhams, tu l'as pas. Aziz, tu as l'air de dire que le COCAB, même s'ils vont certainement remonter en première division, ils vont avoir du mal à tenir. Non, même pas être accepté, Lino. Parce que la fédération va leur demander 9 millions de dirhams, un dépôt de 9 millions de dirhams. Est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils l'auront d'ici l'été, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi payer les salaires de leurs joueurs? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en 3 mois? Franchement, non, mais les gars, mais entre nous, tous les clubs, qui est capable de mettre un dépôt de 9 millions? Je ne sais pas, c'est le cahier de charge qui le dit. Bon, je ne sais pas comment ils font, mais ceux qui sont les 18 qui sont en première division aujourd'hui. Ils amènent des reconnaissances. De la part d'un région et tout comme quoi. On a essayé de le faire à Khmissat, ça n'a pas marché. Personne n'a 9 millions de dirhams. Non, ils contrôlent. La commission de contrôle aujourd'hui met des critères plus ou moins objectifs.
Mais il n'y a pas que le flouze. Regardez Mknes. Je reviens toujours à ce que je dis. Parce qu'une garantie bancaire, je ne sais pas, une garantie bancaire, c'est-à-dire, bon, la banque te le garantit si tu as un patrimoine, etc. Le patrimoine, ils n'en ont pas parce qu'il n'y a personne des propriétaires. Aucune banque ne peut garantir 9 millions de dirhams sans. C'est vrai, comment tu sais que la banque te garantisse 9 millions de dirhams? Qu'est-ce qu'il lui donne en échange? Non, mais c'est pas les banques. Alors, justement, quand tu vois, sans les nommer, le club mais quand tu vois les 16 clubs de Botola Pro, et tu te dis, franchement, les banques, comment ils ont fait pour les garantir? Non, les garanties, c'est pas les banques qui les garantissent. Ils trouvent des garanties, c'est les collectivités locales, chez Cada, chez certaines entreprises. Chacun amène un morceau de garantie, alors. Oui. Voilà. C'est un peu comme ça qu'ils font. Il y en a qui te met une garantie de 3 millions, 2 millions. Moi, je me dis, le KCM, dans sa situation extrêmement confortable aujourd'hui, de leader de ce championnat D2, c'est quand même le KCM avec son histoire, avec ce qu'il est, avec la ville de Marrakech. Il caracole en tête, mais alors là, à l'aise. Et tout en vivant des difficultés. Moi, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans la vie du KCM pour que d'ici 3 mois, la situation change et que ce club soit à même d'abord d'être accepté en première division et de résister à la première division. Il faudra qu'il joue en première division en gardant les mêmes joueurs, en rentrant pas dans une politique, il va dépenser 3 milliards en transfert dès le mois d'août ou la Chihaja, c'est tout. Et il faut vivre à la dimension d'Yel. Mais il peut pas, il règle même pas les problèmes aujourd'hui en deuxième division en Égypte. Ils vont les régler avec maintenant les succès, ils peuvent les régler. Non, mais c'est avec les succès ils ont le maximum de problèmes. Parce que plus tu réussis, plus les. Parce qu'il y a une seule identité dans un club. La seule vraie identité, la seule vraie force, c'est le public. Non, mais Najib, ils sont en grosse crise financière. C'est normal. Tu te rends compte, c'est une équipe ils sont en tête depuis le début du championnat. Et ils ont perdu 0 match. Et les mecs, ils ont 0 sponsor. Mais pourquoi tu vas pas ils jouent loin de leur ville dans un stade vide. Non, mais pourquoi tu en parles maintenant? Rien que pour vous rassurer, parce que il y a le FUS, stade vide, il y a le FUS. Pour vous rassurer, il y a une grande enseigne sur Marrakech qui s'est manifestée via l'émission Culture Foot de jeudi, en évoquant les problèmes. Et après enquête, la personne qui s'est manifestée, c'est un directeur commercial dans cette grande enseigne qui voudrait sponsoriser le Coca de Marrakech. Donc j'espère que à raison de combien un début, ce sera un début de sortie de crise pour le sponsoring. Franchement, ça c'est le mécénat, c'est pas le sponsoring. Tu vois quelqu'un qui appelle, qui dit bonjour Amine, bonjour Lino. Écoutez, moi je veux sponsoriser. C'est ça le Pourquoi sponsoring. il sait pas que le Coca existe? Il paraît que ça fait une année qu'ils essaient de contacter le Coca, ça fait un paquet de mois. Et apparemment, ce que je sais, ouais, de l'info, à part ça, le Coca, mais à la limite, à Marrakech, il y a un tissu au tenue. S'il te plaît. On va demander à notre ami, avec ta permission de patron des programmes, de consacrer-lui une émission où il racole il joue et on va l'appeler. On va l'appeler à votre bon cœur, messieurs. Voilà. Comme ça, il trouve des sponsors à tous les clubs. Moi, je raconte le fait. Non, ça n'est pas les adresses des clubs, s'adresse à Amine Birouk et Amine Birouk les met en compte. Moi, je ne fais pas dans l'humour. Moi, je raconte juste un fait. Maintenant, le Coca de Marrakech, à Marrakech, il y a un tissu hôtelier. Et on a des choses, il va falloir quand même que les gens de Marrakech se manifestent pour leur club. Écoute, la ville de Marrakech est une ville pauvre. Avec Hicham Khalifi, on a rencontré Ali Horma la semaine dernière. Il a des difficultés monstrueuses, gigantesques, à monter son truc. Oui, il a raison. Il ne faut pas croire. Et pourtant, c'est un drôle d'événement. Combien de villes dans le monde rêvent d'organiser cette compétition-là? WTCC. Combien? Dans ce cas-là, Lino, on m'a dit la sport, la jauge. Non. Quand tu vois, c'est prestigieux. Tu as Marrakech, tu as Monza, dans le monde automobile. Tu as Macao en Chine, etc. Et je comprends pas. Rivalité, rivalité monstrueuse entre les États-Unis et le Mexique pour qui va abriter une étape. Et ici à Marrakech, ils n'en ont rien à tirer. On s'arrête de faire du sport. Ils n'en ont rien à tirer. Alors on te dit, mais ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? C'est un truc qui est retransmis par Eurosport dans 120 pays. Ouais. C'est regardé par des millions et des millions de téléspectateurs. Ouais, parce que les gens pendant des heures et des heures, et le samedi et le dimanche, ils savent qu'il y a une compétition à Marrakech. Alors bien sûr, il y en a qui disent mais Marrakech. Et la communication elle est prise en charge par qui? Non, c'est pas ça. Par la Fédération internationale, non, mais pas un centime. Je vais te dire une chose. Oui. Parce que ce n'est pas l'événement sportif en lui-même qui donne de la notoriété à une ville. On peut très bien faire un événement sportif et ce qu'on verra dans les images, c'est le circuit ou le Hada
avec de temps en temps la mention. Là. Non. Il faut qu'il y ait une ambiance sportive avec la ville. L'événement sportif, il vient se greffer à ça. Mais tu as un spot qui est regardé par des millions de téléspectateurs, hein, avant la course. Oui. C'est comme dans les grands combats de boxe. D'accord. Quand il y a un combat de boxe au Caesars Palace à Las Vegas, la caméra commence par quoi, la caméra? Mais combien coûte cette course à la ville? La caméra, elle zoome sur le strip, sur le truc, et tout ça, sur tout Las Vegas. Ça, c'est comme quand on me dit que le championnat du monde des clubs va profiter au terrain de Tanger et d'Agadir. Il va profiter à la FIFA et c'est tout. Il va pas profiter à personne. Les gens, quand ils regardent un match de foot, ils ne regardent pas la ville ou l'histoire de la ville. Ailleurs, dans les villes qui se respectent. Dans les villes qui se respectent. Parce qu'il faut travailler au niveau des médias. Voilà. Et bien sûr. Voilà. Quand le journaliste coréen il vient en Agadir, hein, ben tu commences à te documenter et le gars, quand il va rentrer, il va faire ses papiers et il va dire oui, j'en étais à Agadir, etc. Oui, et ils font des papiers sur la ville. Et les gens, en lisant le commentaire du match de foot, ils disent tiens, j'ai envie d'aller à Agadir. Pour revenir au Kokeb de Marrakech, qui Magal Aziz, les 9 millions de dirhams, ça va être un premier obstacle. Ensuite, s'ils appliquent la politique de la folie des grandeurs et se mettent à acheter au-dessus de leurs moyens pour faire plaisir à Sahiyah dans les cafés, sous prétexte de faire des renforts, ils vont droit dans le mur. Non, mais attends, dis-moi le Kokeb. Est-ce qu'ils méritaient d'être relégués? Tu le sais très bien, ils ont été premiers, ils avaient une bonne équipe. Mais on les a relégués pour des moyens, c'est tout. C'est la ville qui a tué le Kokeb. On les a relégués parce que sportivement, ils n'ont pas tenu la route la deuxième année après leur montée. Footballistiquement, ils ont toujours été bons. Ils ont toujours manqué de moyens, c'est tout. Le Kokeb peut rester en première division, est un bon club moyen, mais malheureusement, non. Pas un club moyen, un très bon club. Non, mais je te dis, à la limite, mais ils se défendent très très bien. Regarde les résultats d'abord. Il y a une folie qui a atteint les dirigeants de club. Il faut arrêter de donner des sommes mirobolantes aux joueurs. Il faut arriver à avoir un salaire plafonné. Des primes de signature raisonnables. Pendant des années, on a cherché des sponsors, ce qu'on appelle des sponsors. Il y a des sponsors qui donnent de l'argent chaque année au football. Oui, sponsors institutionnels, ils existent. J'ai dit le Major. C'est ça, tout le monde. C'est des contrats sur plusieurs années. Attends, la SNRT, c'est une subvention directe de l'État, parce que la SNRT elle-même est subventionnée par l'État. C'est-à-dire, le football directement, la SNRT, on n'est pas des dupes, on n'est pas des imbéciles, on comprend comment ça se passe. Mais toute la question, est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à vivre dans cette inflation qui est de l'ordre de 3000%. C'est énorme, c'est invraisemblable. Il faut que la fédération mette le haut là. C'est le rôle de la fédération. Parce que si on laisse les clubs livrés à eux-mêmes, ils rentrent dans le là-bas et puis ça régule. Il faut qu'ils régulent. Tout le monde régule. Une régulation. Tout le monde régule dans le monde. C'est normal en fonction du système. Le véritable libéralisme à l'américaine, il n'est que réglementation. Il n'est pas sauvage, justement. Il n'est pas sauvage du tout. Puis il faut rappeler que la prime de champion du Maroc, 3 millions de dirhams ou la 2,5 millions de dirhams, est véritablement dérisoire par rapport à... n'est pas dérisoire, mais dérisoire. Mais c'est ça le véritable niveau de football, c'est ça. Ils peuvent ne donner que 3 millions de dirhams. Quel produit? N'enlève pas la paternité à l'auditeur qui nous a envoyé ça. C'est la réalité, parce que tu te rappelles au Gabon, le président du WAC et le vice-président. Le président du WAC et le vice-président du MAS, c'est pas signé déjà. Le vice-président du MAS se plaignait déjà que les revenus les clubs de manière institutionnelle via la fédération, etc., sont largement inférieurs, ça ne subvient pas à nos besoins, etc. Mais ils dépensent plus que les rentrées à tenir les dirigeants de club. Arrêtez de me citer. Ils sont dans une surenchère permanente. Et c'est très simple. الوداد سنة لعب الرجاء غتسني يلعب بحالو et on est dans le buzz. La logique ailleurs dans les sports professionnels, un sport qui ne produit pas son argent meurt ou تيمشي بحالو. Le football marocain vit sous infusion, sous perfusion, pardon. Vit sous perfusion. Fusion à Zouina. C'est de tilleul, c'est tisane, c'est parce que j'ai pas pris mon thé ce matin. Toi, tu as toujours mis Lino sous infusion. Le football marocain vit sous perfusion. Alors, s'il n'y avait pas l'État, les collectivités qui injectent tout le temps de l'argent, il y a longtemps qu'on aurait arrêté cette mascarade. Bon, on salue Nazif Salmi, donc, qui poursuit sa journée, qui s'en retourne à... il va avoir une heure de train pour aller au bouclage du jour. Voilà, pour aller... boucler sa page de l'opinion sport. Alors, messieurs, finalement, c'est triste.
C'est le mythe de Sisyphe, allez donc. Sincèrement, c'est un début de semaine très triste. On a commencé avec cette histoire de basketball qui ne marche pas. Tu as l'histoire du MAS, maintenant on a parlé du Coca parce que tout le week-end les gens ont parlé de ça, même à la radio et tout, de la situation. Et heureusement qu'ils ont ce Hicham Dmiri qui est un fédérateur, qui est un garçon extraordinaire, qui réussit à motiver les joueurs, à les garder sous la main, à les faire jouer encore au football, etc. Mais jusqu'à quand? Alors toi tu es allé à Tanger? Oui. Oui. À Tanger? Oui. Comme on disait, énième réflexion autour du sport. Hein, oui. Tu nous parles un petit peu de cette réflexion autour du sport? Non, en fait, j'étais invité par... il y a une école privée, HEM pour ne pas la citer, qui à Tanger organise ce qu'ils appellent l'université citoyenne et qui invite des conférenciers de différentes obédiences et dans différentes spécialités. Et moi, on m'a invité pour parler du management du sport au Maroc. Management du sport de Maroc, en fait, c'est un sujet très vaste. Et je me suis dit, j'ai très vite expliqué que il y avait deux types d'activités et que je n'allais m'attarder que sur un aspect de cette activité. Parce qu'il y a tout l'aspect animation, tout l'aspect sport pour tous, etc. Enfin, le sport à la portée de tous, pas le sport pour tous, mais le sport à la portée de tous, qui est dans une situation lamentable dans ce pays. Quand on parle de management, c'est les pros. Qui est catastrophique. Donc, je ne me suis attardé que sur ce qui est équipe nationale et division supérieure, etc. Et bien évidemment, tu ne peux pas mentir aux gens. La situation n'est pas rose. Les résultats en témoignent. Tu sais, parce que dans le sport, tu es vite sanctionné. Tu ne peux pas te cacher derrière quoi que ce soit parce que tu es sanctionné tout le temps. Chaque dimanche, tu as un match. Chaque 2-3 ans, enfin, chaque 4 ans, tu as des Jeux Olympiques. Chaque 2 ans, tu as un championnat du monde. Chaque année, tu as un championnat d'Afrique, un championnat de ceci. Donc, tu ne peux rien cacher. Et bien évidemment, je suis de ceux qui appellent de tous ses voeux que l'État se ressaisisse et qu'on revienne à la raison. Le sport est une affaire nationale, le sport est un service public et qu'il y ait plus de ministères, ça ne fera de mal à personne, mais que le ministère ne s'attarde pas sur des sujets que je considère moi comme étant marginaux, mais sur le fond du problème et qu'il revienne surtout au cœur de son métier qui est la formation. Parce que rappelez-vous, quand on parle de tous ces anciens sportifs dans ce pays, ils sont tous passés par les écoles de sport de la jeunesse et des sports. Du temps où tu avais des moniteurs sur le terrain, tout le temps, où le ministère s'occupait d'éducation physique dans les écoles primaires, etc. C'était le rôle du ministère de la jeunesse et des sports, l'éducation physique dans les écoles primaires. Aujourd'hui, tout ça a été abandonné, et moi j'ai l'impression que le ministère, depuis quelques années, ne fait que coller aux fédérations, et au lieu que ce soit l'instigateur de la politique... Si je comprends bien, le ministère, au lieu de s'occuper du sport de base, il perd beaucoup plus d'énergie, il se concentre beaucoup plus sur le sport d'élite. Il colle aux fédérations. Il colle aux fédérations au lieu de voir un petit peu ce qui se passe dans la base. Dans le temps, il y avait 2 départements sportifs au ministère, enfin 2 départements qui s'occupaient de sport. Il y avait deux grands services, 3 services. Il y avait un service qui s'occupait d'infrastructure, c'était un service marginal, mais il était là, mais il n'avait pas pignon sur rue. C'était comme ça, c'était appelé comme ça, le service des sports fédéraux. Et l'autre, c'était le service des écoles de sport. Et donc, c'était à partir du ministère, il y avait toute une politique avec une compétition. Il y avait la compétition nationale des écoles de sport chaque année. Elle est là, mais elle est devenue très intimiste maintenant. Non, pas c'est très simple. Aujourd'hui, moi, je défie quelqu'un. Nous sommes 10 heures. Il est 10 heures. Il est 10 heures. C'est une heure où il est possible d'avoir des enfants sur un terrain. D'accord? Faisons le tour du terrain et regardons combien de cadres de la jeunesse et des sports sont en ce moment sur un terrain en train d'encadrer des enfants, des écoles primaires par exemple. Et les enfants sont à l'école. Faisons un tour. Donc à Casablanca, à Rabat, partout dans le Maroc. Le système scolaire n'est pas adapté non plus. Là, parce qu'ils allaient dans les écoles primaires avant. Oui, mais quand il y avait des terrains, quand il y avait plus rien. Moi, quand je t'ai parlé par exemple d'Ali Belkadi, etc., ils étaient affectés à des écoles primaires. Oui. Ils avaient une part de la journée, c'est-à-dire la matinée, le matin, dans les écoles primaires et l'après-midi sur les terrains. C'était ça en gros, le programme d'un cadre de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, il n'en est plus rien. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'espace sportif et de jour, le système scolaire est inadapté à la réalité sportive. Et puis, quand on dit l'élite, c'est pas l'élite Asie, c'est pas l'élite, c'est les équipes nationales. Aujourd'hui, on s'occupe surtout des équipes nationales, de l'équipe nationale A de football. Rien pour le reste. L'élite, c'est une pseudo-élite, qu'on le veuille ou non. Mais on est en train de le dire. Il faut changer beaucoup de choses pour qu'on en soit réellement à cette véritable élite qui devrait, bien entendu, être compétitive. Le système scolaire, quand on demande la réforme du système scolaire, ils se réunissent pendant je ne sais combien en commission, en comité, en conseil. Tous les pays qui ont réussi,
Tous les pays qui ont réussi, c'est l'école jusqu'à 15h et après le sport. Rien que le sport. Alors, sport de loisirs, sport de masse, sport d'élite, tout ce qu'on veut, mais rien que ça. Et l'enfant, il est jugé, il est encadré, il est impliqué, il apprend les valeurs, la morale du sport et il est compétitif. Mais sincèrement, est-ce qu'il n'est pas honteux de dire aujourd'hui que nous n'avons pas plus de 200 ou 250 licenciés, toutes disciplines comprises, et qu'il y a aujourd'hui des fédérations il y a des fédérations qui ont un effectif moins large qu'une école primaire. Il y a des fédérations qui ont 300-400 licenciés. Fédération royale marocaine, 2, etc. Oui. Alors, le tennis, c'est 6 000, 7 000 licenciés. Alors, on te dit, on va avoir les succès des 3 mousquetaires. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on disait, est-ce qu'on est en droit de prétendre à un football professionnel, ici, un auditeur, Mirza, qui nous dit, la solution, c'est revenir en arrière au parrainage. Le parrainage était une solution politique. Avec contrôle de gestion des clubs. L'État avait décidé que les entreprises publiques, notamment, parce qu'il y en avait beaucoup, entre-temps beaucoup ont été privatisées, s'occupent de sport et s'immiscent dans la gestion des fédérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parrainage, tu peux même je dirais l'élargir aux entreprises privées aussi. Hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. Pas seulement. Mais les parrains peuvent être privés, bien sûr. Une entreprise privée a dit, moi je veux mettre 20 millions de dirhams dans le foot. Mais attendez les gars, vous club, je vous donne 20 millions de dirhams, mais je vais amener mon trésorier, mon truc, etc. Je veux la traçabilité. La bonne gouvernance. Je veux la traçabilité. La traçabilité. Mais Ajdida, c'est pas ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Président, trésorier, ils sont pas de. Parce que quand si tu retrouvais c'est un autre problème. C'est un autre problème. Si tu retrouvais le projet tel qu'il avait été mis en marche ou en application en 80 déjà, tu vas retrouver quoi? Que les entreprises s'engageaient à financer, mais en contrepartie, le club s'engageait dans la formation, s'engageait dans l'infrastructure, et avec le contrôle et la présence physique du parrain dans le comité. Oui, pourquoi ça n'a pas marché? C'est que les clubs n'ont respecté aucune de ces clauses. La majeure partie des clubs ont pris l'argent, pas plus. Non, le Raja Odep, non. Je te dis la majorité, je ne te dis pas le Raja. Tu allais rebondir sur le Raja. Du côté, ça a été, à mon avis, ça a été le meilleur exemple. Comment ça, meilleur exemple? Raja Odep. Le Raja n'a jamais rien réussi avant le parrainage. Il n'a jamais été champion. C'est avec le parrainage qu'il a commencé à être champion. Le Raja, pourquoi? Parce que le Raja, le ministre de l'époque était Rajaoui, et le Raja a voulu s'ériger en modèle. En modèle. Et effectivement, l'ODEP, qui était le parrain du Raja à l'époque, avait pas un droit de contrôle, mais une présence physique. Oui. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la décision au Raja. Monsieur qui est devenu ministre des Finances. Jamais le Raja n'a été aussi bon que pendant cette période-là. Ouais. Voilà, c'est tout. Oui, il y avait l'ancien ministre des Finances qui était directeur, Mzouar pour maintenant basketteur. C'est lui qui a géré pendant 2-3 ans, qui a mis sur la base alors des structures administratives qui continuent à fonctionner aujourd'hui. Il y a aussi le WAC avec une banque de la place, mais ça a duré. Non, ils ont démarré. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que c'est une autre formule. C'était la banque qui voulait dire, moi, je prends les choses en charge. Alors, on dit, l'histoire, on veut nous voler notre histoire, on va nous voler notre... Et ça n'a pas marché, ça a cassé. Mais c'était une autre formule. Il y a eu une banque qui s'était investie en masse aussi, dans les mêmes logiques. Il y a eu des tas d'efforts à ce moment-là. Mais... Alors, un coup de gueule nous arrive de Meknès, au 50 ans coup de CMSI, c'est Haj Driss de Meknès qui dit toutes les conditions sont contre le CODEM, la Fédé qui est menaçante, le manque de soutien des responsables, son sort, le CODEM s'achemine probablement vers la relégation. Parlez s'il vous plaît de ce problème. Le CODEM, quand les composants du club ne sont pas unis, parce qu'il y a un comité directeur qui est fâché avec la section football. Quand tu as un club qui a consommé 3-4 entraîneurs en une saison et ces entraîneurs sont partis de leur plein gré, c'est-à-dire ils sont partis en fuyant. Ça a été le cas de Le Merini, ça a été le cas avant de Talib. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche à Meknès. Non, il y a quelque chose qui cloche à Meknès. Il y a quelque chose qui cloche. Et Hassan de Meknès qui dit que le CODEM, les membres, les dirigeants du CODEM sont parmi les personnes influentes et les entrepreneurs les plus riches de la ville. Et malgré cela, regardez l'état du club. Non, mais attendez, Meknès, si on parle de Meknès, c'est le seul club au Maroc où il existe un comité directeur. Le FUS. Avec des recettes. Non, c'est différent le FUS. C'est différent. Je suis désolé. Moi, quand je te dis comité directeur, avec le soutien de la ville, avec des recettes, ça n'est pas le cas du FUS. Le FUS fonctionne avec un comité directeur qui est financé différemment que par rapport à Meknès. Parce qu'il y a des recettes sûres. Ils ont même un patrimoine immobilier à Meknès.
Est-ce que le FUS l'a? Voilà la différence. Non, il l'a pas. Il l'a pas. Je suis désolé. Patrimoine, ils ont leur complexe, ils exploitent. Alors pour le buste de Salé, le buste de Salé, c'est un domaine. Mais c'est pas exploité au profit du FUS. Non, et le FUS bénéficie de largesse de la municipalité de Rabat. Voilà, mais c'est différent. De véritable largesse. Alors, pour le bus de Salé, il aurait été caillassé par des énergumènes qui n'ont rien à voir avec le foot à 3 km du stade. Hein 3 km du stade. Ouais. Alors, ils disent que bon, c'est déplorable, mais les sportifs Oujdi désapprouvent quand même la déclaration d'Ouchla. Donc, il a eu une déclaration malheureuse. Lino, à chaque fois qu'il y a un incident comme ça, tu dis que non, ce sont des supporters. On se dédouane de ce. Il y a un autre problème, Aziz. Alors, on termine avec... Excuse-moi, les entraîneurs... Rapidement. Les entraîneurs devraient se taire. Les entraîneurs, c'est pas leur boulot que d'être les communicateurs des clubs. Et non comment. Et quelqu'un de Kinitra nous dit... Alors, Amara, maintenant, veut recruter des ramasseurs de ballons pour notre Botola Pro. C'est vraiment fort. Moi, je peux parler d'une chose. Réponse demain. En 2 mots. Non. Paco qui a fait sa conférence. Ah oui, Paco, oui, on l'a oublié. Vous l'avez oublié quand même. Alors, j'en parlerai demain.